La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Show, un podcast croustillant et parfois même inspirant. Alors, nous recevons toutes sortes d'invités. Des fois, on parle de croissance personnelle, des fois, c'est affaires, des fois, amour et séduction. On va donc savoir. Mais ce soir, ça c'est sûr, on reste dans le thème de l'inspirant. Parce que nous avons avec nous, mesdames et messieurs, Charles Côté de Drôlement Inspirant. Quelle introduction! Ça fait beaucoup d'inspirant. Ça fait pas mal d'inspirant. Je disais les jeux de mots inspirant, mais c'est 10 sur 10. J'y vais, une étoile pour l'introduction. C'est ça. J'y vais avec mon inspiration du jour. Et on a trois petits sujets, trois thèmes qu'on vous garde. On va parler de plan d'affaires aujourd'hui. On va parler aussi d'équipe logistique, parce que tu gères une équipe, tout ça. Et des conférences inspirantes. Donc, bien sûr, on va rester dans le sujet de la croissance personnelle, mais j'ai plein d'affaires que je veux questionner Charles parce que Charles, tu passes dans beaucoup de podcasts, on te voit partout. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais essayer de te faire une petite intro. Là. J'ai eu le fameux document. Donc, à l'âge de 16 ans, le gars, il part. Ah, c'est beau, là. La cassette des machines distributrices, l'automobile, on l'a entendu. Mais grosso modo, tu as commencé jeune, la croissance personnelle. Puis c'est drôle parce qu'il y a une phrase sur laquelle j'ai accroché dans le fameux document qui était là. Moi, là, être comme tout le monde, là. Ça va faire. Mais ça, je le file beaucoup avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et bref, tu as fait ton chemin. Tu as été directeur des ventes en automobile. Puis là, à peu près dans cette région-là, ce temps-là, tu as fait, là, ça va faire. Moi, je pars ma business. Ouais. Je dis ça parce que moi aussi, il y a eu du ça va faire. Et tu as parti ton entreprise, centre de formation en confiance en soi et communication. Bien, développement personnel. Puis on travaille dans ces... Parce que confiance en soi, c'est un beau terme que tout le monde pense, avoir besoin de confiance. Mais finalement, quand tu rentres dans la boîte, ben, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses que tu as besoin de travailler. Donc, on est dans le relationnel, le professionnel. Je ne suis pas tout seul. J'ai plein de coachs qui travaillent avec moi. Moi, je vais chercher les meilleures personnes dans la francophonie pour m'aider là-dedans. Mais on peut résumer ça, là, oui, confiance en soi, communication, mais aussi gestion de temps, productivité, entrepreneuriat. On a des clients qu'on a aidés à faire plus d'argent avec leurs proches d'affaires ou peu importe. On accompagne sur plein de choses. C'est dur un peu de dire comme toi, c'est tel sujet, parce que souvent, les coachs ont leur sujet en particulier. Et moi, c'est que j'ai bâti une entreprise de coaching. Donc, on accompagne les gens dans plein de choses. Fait qu'on fait de l'optimisation de vie. Le goût d'optimiser ta vie, on a probablement les ressources pour t'aider. Oui, ça devient un peu plus vaste. Puis, tu sais, quand j'ai préparé mes questions, parce que je me dis, lui, là, je veux le cuisiner sur des choses bien, bien précises. Puis, je me disais, la question qui tue, c'est drôle. Là, je pense pas que tu vas avoir venir celle-là, mais ta super calotte là, que tu portais, je pense que tu la portes encore. Tu sais écœuré de l'avoir? Es-tu laide ou elle est belle? Je m'en vais pas là, pas en tout. Je te le dis, je me suis dit, il a réussi à mettre des grosses écritures là-dessus. Où est-ce qu'il a fait faire ça? Pour vrai, je me demandais vraiment, wow, comment il a fait pour faire une calotte de même? C'est niaiseux, mais je me demandais, ça a-tu été bien dur de trouver la place pour ça? Pas en tout. Ben, il y en a plein de places pour... Tu l'as pas vu venir, celle-là? Non. C'est la première personne qui me pose cette question-là. Moi, je la trouve cool, pour vrai. Merci, mais... Tu sais, on voit bien, c'est bien écrit. Mais ce qui est drôle, c'est que le logo, je l'ai fait comme quand même longtemps après avoir décidé que l'entreprise allait s'appeler Drôlement Inspirant. Moi, déjà vers 17-18 ans, j'avais déjà écrit dans mon téléphone le terme Drôlement Inspirant parce que je trouvais que ça rimait bien. Puis moi, j'aimais beaucoup ce qui était en lien avec l'humour et l'inspiration. Puis il y a plein de gens qui me disaient, ben là, décide, t'es-tu humoriste, t'es-tu conférencier? Puis j'ai voulu mixer à un moment donné les deux ensemble. Puis quand j'ai parti l'entreprise, ben... qui est drôlement inspirable, ça me prenait un logo. Puis tu sais, j'ai fait ça quand même assez rapidement. Je me suis pas attardé sur le titre, sur le logo. Puis la casquette, c'est que moi, j'en voulais une pour moi. Ouais. Juste avec le logo pour se dire comme, hey, c'est par fierté de porter mon brand, par fierté de porter ma marque. Puis j'ai commencé à en vendre parce que le monde y en voulait. Puis c'est vendre de la merch, moi, c'était pas ça mon
mon plan d'affaires, puis c'est pas que ça que je vis, là, clairement. Mais, je le fais parce qu'il y a des gens qui sont fiers de porter la marque, puis c'est cool de voir des gens fiers. Et juste là, mettons, dans mon groupe Facebook, j'ai un groupe gratuit là, qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. Il y a plein de gens dans cette communauté-là qui ont la casquette, puis qui voudraient que je fasse des t-shirts, d'autres affaires, puis je le fais pas pour le moment. Mais juste la casquette, les gens se reconnaissent entre eux. Fait que la fois, il y avait quelqu'un, je pense qu'elle était infirmière, elle dit, j'ai eu un patient, il avait la casquette, puis là, j'ai osé dire, hey, t'écoutes-tu le podcast de Charles? Oui. Puis, fait que ça crée une espèce de sentiment d'appartenance avec le podcast, ou avec mes formations, avec ce que je fais. Ouais. Donc, ça part de là. T'es un bon fournisseur de casquettes. Ouais. Pour mettre dans la description, on paye je le pluggerai. Ah là là. OK. Puis, écoute. Moi, je voulais te questionner sur. On s'est connus en 2017. Puis depuis ce temps-là, tu as fait du chemin pas mal, mais j'ai su que, je pense que c'est toi qui l'as dit à un moment donné dans un podcast, tu avais fait 20 vidéos TikTok par jour. Ça, là, moi, je suis resté stické là-dessus. Je me suis dit, waouh, faut le faire. Faut être tenace dans le temps, puis reposter. Moi, ce que j'essaie de comprendre, là, c'est quoi qui a créé l'espèce d'explosion? C'est-tu ces 20 vidéos-là? C'est-tu autre chose? Le podcast, est-tu arrivé avant les 20 vidéos de TikTok? C'est le cumul de tout ça, au final. Il n'y a pas un espèce de « Hey, grâce à ce move-là, boum, voici ce qui en est devenu. » Je pourrais, tu sais, si, mettons, je donne une conférence sur le leadership, ben, je pourrais expliquer que parce que j'ai développé mon leadership, ben, j'ai une entreprise qui, en ce moment, on a des employés, puis on a du monde, puis que ça nous aide, puis que j'ai une belle équipe qui m'aide à faire grandir ça. Ou je pourrais aussi, mettons, ben, là, le discours, c'est de parler de motivation, mais je pourrais dire, ben, j'étais motivé à faire 20 vidéos par jour. Fait il n'y a pas une affaire qui a fait vraiment exploser. Tu faisais-tu les deux en même temps? Est-ce que tu faisais le 20 vidéos pendant que tu poussais le podcast? Ouais. OK, c'était en même temps. C'était en même temps. L'histoire des 20 vidéos, c'est qu'au début, sur TikTok, ça venait depuis s'appeler Musical.ly, puis c'était encore une plateforme où tout le monde riait un peu de ça en étant comme, ben, c'est pour les jeunes ou le monde qui veulent faire de la danse, tu sais. Et moi, je n'embarquais pas dans cette espèce de jugement-là parce que il faut toujours regarder le passé pour comprendre l'avenir. Et souvent, les histoires se répètent. Puis ce que j'avais remarqué, c'est que ben, sur Facebook, au début Facebook, c'était pour des jeunes comme, mettons, vingtaine, trentaine d'années qui voulaient, mettons, retrouver leur ami avec qui était à l'école. Puis c'était pas fait un peu pour se retrouver, tu sais. Après ça, il est arrivé Instagram, puis l'Instagram, c'était plus pour les jeunes. Puis là, ben, les gens qui étaient un peu plus âgés disaient, ben, Instagram, c'est pour les jeunes. Aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram. Après ça, est arrivé TikTok, puis là, ben, les mêmes personnes qui disaient qu'Instagram, c'était pour les jeunes, maintenant, ils disaient que TikTok, c'est pour les jeunes. Donc, moi, je me calissais complètement de la plateforme. Fait que j'en avais rien à foutre. Tout ce que je voyais, c'était, hey, je fais une vidéo et j'ai plus de vues sur TikTok que sur Facebook, YouTube, Instagram ou LinkedIn. Fait que ça change absolument rien. Puis là, je me faisais challenger parce qu'il y a des gens qui disaient, oh, mais t'es entrepreneur, tu feras pas d'argent avec ça. Parce que c'est des jeunes, c'est pas eux qui vont acheter tes produits ou tes services. Okay. Et là, ben, ce qui était drôle, c'est que je leur disais, mais ça dépend, juste mettons, tu as une business. Personne me disait, oh, j'ai une business. J'ai dans 15 ans, tu veux être encore en affaires? Ouais. C'est ça, dans 15 ans, eux, c'est mes clients. Puis parce que les gens, dans mon industrie, lèvent le nez aux jeunes en ce moment, puis ils font, ah, ben là, ça me tente pas parce que, mettons, faire des conférences dans les écoles, c'est pas payant. Tu sais, j'en fais des fois bénévolement. Faire des vidéos sur TikTok, c'est pas payant. Puis ils lèvent le nez aux jeunes. Ben, moi, pendant ce temps-là, pendant que je fais ça, dans 10, 15, 20 ans, ces jeunes-là, que je les ai éduqués au développement personnel, quand ils vont vouloir aller plus loin dans le processus et vouloir se faire coacher, à qui ils vont penser? Ils vont penser à moi. Fait que moi, je suis en train d'investir du temps dans mon avenir pour mon entreprise parce que je ne veux pas faire de l'argent maintenant. Moi, je veux faire de l'argent dans 20 ans. Puis parce que je suis patient et je ne suis pas pressé, mais j'en fais maintenant. Donc, il y avait cette philosophie-là. Puis l'ironie là-dedans, c'est que c'est pas les jeunes qui achetaient nos formations, c'est leurs parents. J'ai plein de clients qui m'ont découvert grâce à TikTok par le biais de leur enfant. Parce qu'ils écoutaient, mettons, là, en arrière-plan, on est en cuisine, le jeune est dans le salon, puis là, il entendait quelqu'un parler. C'est quoi cette affaire-là? Ah, ben le gars, il est drôlement inspirant, puis il allait googler ça. C'est quoi ce drôlement inspirant que mon jeune écoute sur TikTok? Il était habitué que leur jeune écoutait des conneries. Puis là, il découvrait qu'il y avait un gars qui disait quelque chose, il y a un discours qui avait de l'allure, puis il écoutait mon podcast, puis là, le podcast, clairement qu'il voyait la crédibilité en arrière de tout ça. Parce que TikTok, des fois, je peux faire un peu des niaiseries, puis c'est créer de l'attention. Puis quand le monde atterrit sur le podcast, ils font « Wow, c'est crédible ». Puis après ça, ben, ils rentraient dans le processus, puis si ça leur plaisait, ben, ils devenaient clients. Donc, j'ai pris position sur cette plateforme-là avec cette attitude-là. Puis après ça, ben, 20 vidéos par jour, c'est que je voyais d'autres plateformes parce que là, j'avais
j'avais de la difficulté à avoir une bonne constance, puis je mettais de l'énergie sur plein de plateformes en même temps. Puis là, il y avait des jeunes ou des gens qui avaient comme des 600, 800, 900 000 abonnés. Puis là, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, puis leurs vidéos n'étaient pas tant professionnelles. Ils faisaient juste plein de vidéos. Puis là, je me suis dit, je suis capable de faire ça, moi, plein de vidéos. Puis maintenant, l'idée, c'est, tu parles de quoi, tu sais? Tu peux pas avoir tout le temps plein d'idées. Donc, ce qui est le fun sur TikTok, c'est que tu peux répondre aux commentaires des gens. Fait que, mettons, quelqu'un t'écrit n'importe quoi, genre, hey, j'ai une question, blablabla. Puis là, tu cliques sur le commentaire, puis tu peux répondre aux commentaires. Fait que ils te nourrissent continuellement d'idées. Fait qu'au lieu de moi me creuser la tête à qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, j'allais juste voir les commentaires, puis commentaires négatifs ou pas, je répondais. Fait que je pourrais dire que mon succès sur TikTok, j'arrive bientôt à 200 000 abonnés, c'est créé vraiment avec de l'acharnement de faire plein de vidéos et grâce aux haters qui m'envoyaient des méchancetés, puis que moi, je répondais à leurs méchancetés de façon bienveillante ou des fois challengeante, puis ça créait de l'attention parce que le monde disait « Crime, la critique, ça ne le dérange pas. » Ça me démontrait du leadership. Il s'est bien communiqué. Ça montrait que je connais mon sujet. Donc, tout ça faisait en sorte que ça nourrissait le brand, puis la plateforme, puis l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que tout le monde pratiquement est sur TikTok. Donc là, c'est rendu une évidence de faire des vidéos là-dessus. Mais moi, j'ai commencé au début quand tout le monde disait que c'était du gros n'importe quoi. Mais c'est ça à peu près dans chaque chose. Chaque fois que tu essaies quelque chose que c'est pas encore la masse qui est là-dedans, t'es vu un peu comme le fou de la gang. Puis après ça, quand tu dis, moi, j'étais avant-gardiste, là, on t'applaudit, tu sais. Mais j'ai encore d'autres choses que je vais me faire traiter de nom, que je vais me faire pointer du doigt parce que moi, j'essaye. Puis je m'autorise à faire des erreurs, tu sais. Je m'autorise à me tromper. Puis des fois, sur les médias sociaux, ça, c'est les commentaires qui peuvent des fois plus me déranger. C'est des gens qui disent, je t'aimais avant, mais là, t'as changé, tu sais. Là, je fais comment? C'est plate parce que tu vois pas l'idée que, oui, j'évolue comme personne, mais en même temps, j'essaie des trucs puis je me développe en tant qu'être humain, puis l'humain n'est pas fait pour juste être statique et ne pas changer. Donc, moi, je m'autorise à dire des choses différentes, à aborder des sujets des fois qui sont sur des terrains glissants. Puis c'est pas parce que j'ai une audience puis plein d'abonnés que là, il faut que je fasse bien attention à ce que je vais dire. À chaque fois que je m'exprime, c'est pour des raisons bienveillantes. Si je me mets les pieds dans la bouche puis je me trompe, c'est une erreur, puis l'erreur n'est pas une finalité. L'erreur, au final, est juste un essai. Fait que je m'autorise à faire à essayer, puis peut-être que TikTok n'aurait pas fonctionné, tu sais. Puis qu'en ce moment, on n'en parlerait pas de ça. Mais ça serait autre chose, mais parce que je m'autorise à essayer plein d'affaires, là, aujourd'hui, on me crédite pour les fois que j'ai été courageux, mais on parle pas de toutes les affaires que j'ai essayées puis qui n'ont pas fonctionné, tu sais. Ouais, je te suis. C'est quoi les affaires que les haters disent? Parce que moi aussi, j'en ai, là, puis je suis un peu dans le même mindset que toi là-dessus. Moi, je suis comme, si tu m'attaques pas de trouble, je suis dans l'humilité, pas de trouble, tu m'attaques, je me défends. Là. Ouais, je rentre dans le tas, on peut plus se défendre sur tout. Là, moi, c'est rendu impossible de répondre à tout le monde. J'ai trop de critiques ou trop de c'est quoi qu'ils disent? Ils disent quoi? C'est quoi le genre d'affaires? Je le lis de moins en moins, je te dirais, parce que... C'est quoi tu te rappelles? C'est soit qu'on... c'est du n'importe quoi. T'sais, ils peuvent te reprendre sur qu'est-ce que tu dis ou juste être méchant envers ta personne. Donc, est-ce qu'ils attaquent le concept du coaching en général? Ou les gens vont attaquer n'importe quoi. En fait, moi, là où c'est à mon avantage, c'est que j'oublie rapidement ce qui est négatif. T'sais. Regarde, je viens d'oublier là, tantôt là, en m'en venant. Là, j'étais sur Saint-Laurent, puis il y a un vélo là, qui a passé entre moi et le char à côté de façon illégale, puis qui a accroché mon auto. Puis je me suis dit, mec, j'arrive à destination, je vais checker. Puis j'ai oublié de checker. Fait que j'ai peut-être une grosse graphine sur mon char en ce moment, puis je le sais juste pas. Moi, j'oublie rapidement les choses négatives. Tu comprends? Je m'acharne pas sur ces affaires-là parce que ça devient lourd à la fin de la journée. Là. Puis j'ai tellement de défis et de problèmes à gérer parce que quand tu es un entrepreneur, une entreprise, c'est régler un problème. Tu sais, ce que tu fais, toi, avec ta business, tu règles un problème. Il y a des gens qui ont un problème dans telle situation de leur vie. Toi, tu as la solution. Boum, tu règles un problème. Ça fait une business. Donc, moi, je règle plein de problèmes. Ajoute de ça, on a des employés, on a plein de clients. Il y a plein de choses à devoir gérer. Fait que s'il faut que je m'attarde émotionnellement à ce que les gens disent, je vais perdre énormément d'énergie. Puis, j'aurai plus d'énergie pour ce qui est vraiment important. Donc, vraiment, tu me poses la question, puis c'est même pas genre, je suis gêné de dire ce que les gens me disent. Je m'en souviens vraiment pas de ce que les gens disent parce que je m'arrange pour l'oublier, parce que ça peut te trotter dans la tête, puis vraiment, ça peut devenir lourd. Puis c'est drôle parce que, oui, je parle de confiance en soi, puis ça m'enlève pas de la confiance d'avoir des mauvais commentaires. Mais ça peut m'enlever de l'énergie à lire ça pour faire comme, oui, mais c'est pas vrai. Ce qui est souffrant dans les mauvais commentaires, c'est quand tu connais la vérité, puis tu vois les gens dire des choses, tu fais, oui, mais c'est pas vrai.
Oui, puis là, ils sont pas en face de toi, tu peux pas y expliquer. Fait que là, ça te frustre de savoir que quelqu'un pense quelque chose de toi qui est pas vrai. Fait que là, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu commences à t'obstiner. Fait que moi, là, je le fais plus. Ben, des fois, de temps en temps, je le fais quand j'ai le temps puis l'énergie puis ça me tente je me dis, bon, là, je veux faire des vues pour faire des vues, tu sais. Je veux aller créer de l'attention, mais Pardon, je me rappelle où j'allais voir les mauvais commentaires puis je me disais, la mission, c'était pas répondre pour me justifier, mais répondre pour créer une vidéo qui va être intéressante pour tous ceux et celles qui vont la regarder. C'est pour ça l'objectif. Oui, je te suis. L'histoire des conférences, là, parce que je sais pas, ça fait combien de temps que tu fais des conférences? Bonne question. 2 ans, 3 ans? Je dis pas de ça, fait que on pourrait dire peut-être 2-3 ans, mais c'est qu'on, je suis vraiment, vraiment très privilégié. C'est on reçoit beaucoup de demandes pour des conférences et on en accepte très peu. Parce que c'est ça, c'est pas ça mon modèle d'affaires, mais je le fais parce que j'aime ça. Puis quand on a des trucs intéressants, on le fait. Mais ça a vraiment explosé les demandes de conférences à cause de TikTok. Où ce que j'avais dit, parce que je voulais vraiment inspirer les jeunes. Puis j'avais fait une vidéo en disant, hey, je vais faire des conférences gratuites dans les écoles. Allez dire à vos directeurs, directrices d'école ou enseignants que vous voulez drôlement inspirant comme conférencier, puis je vais y aller. Puis là, les profs, les directeurs, directrices d'école se sont fait bombarder de jeunes qui voulaient avoir drôlement inspirant comme conférencier. Fait que là, les autres, ils allaient voir ce que je faisais, puis ils étaient comme, pourquoi les jeunes veulent avoir... Il n'y a jamais de jeunes qui vont voir une directrice d'école pour dire, je veux avoir un conférencier à mon école. T'sais. Fait que là, ça intriguait les gens du système scolaire. Puis là, il y en a certains qui nous communiquaient. Puis là, puisque moi, partout ce que je vais, j'ai mon caméraman qui me suit puis qui filme comme pratiquement tout ce que je fais. On créait des vidéos de ça. Puis là, le monde, vu qu'il me voyait sur une scène, il me créditait tout de suite comme étant un conférencier. Mais moi, je me considère pas tant comme un conférencier. Fait que ça a commencé dans les écoles. Non, j'en avais fait un petit peu à gauche, à droite, mais ça a vraiment explosé les demandes à cause des écoles. Parce que là, vu que j'en faisais plein des écoles, puis on filmait ça, ça faisait plus de vidéos de ça. Fait que là, les gens, vu qu'ils me voyaient sur Internet, sur scène, mais ils disaient automatiquement, c'est un conférencier, je le vois sur scène. Fait que là, il y a plein d'entreprises qui ont commencé à nous demander de faire des conférences. Puis là, c'est un peu du ça n'a pas commencé avec les entreprises. C'est où que ça a commencé? Ça a commencé avec des entreprises au début qui voyaient mes vidéos puis qui étaient intéressés à avoir un conférencier, mais ça l'a explosé à cause des jeunes dans les écoles. OK, je comprends. OK. Puis ça, t'as-tu vu tu sais, quand tu dis... Fait que c'est toi qui as lancé la pierre. T'as dit, bon... Est-ce que c'est toi qui as lancé la pierre pour les conférences ou ça a commencé avant qu'on commençait déjà un petit peu à te faire signe avant que tu lances l'espèce de balle? Moi, tous mes moves sont stratégiques. Il n'y a rien au hasard, là, David. Là. Donc, moi, je savais que si j'ai une caméra d'en face puis je suis sur une scène, automatiquement, tu me donnes une crédibilité. Parce que c'est comme je deviens un expert à tes yeux. Parce que toi, tu regardes, c'est de l'influence, de la manipulation. Là. Tu me vois sur une scène, tu me vois avec un micro. C'est comme automatiquement, pourquoi il est sur scène? Pourquoi il y a un micro d'en face? Il doit avoir quelque chose d'intéressant à dire. Donc, moi, le but, pour me faire connaître puis devenir une star dans mon domaine, c'est d'être le plus souvent possible devant une caméra et devant des gens et sur une scène pour que les gens aient une espèce soient intrigués à savoir je suis qui. Maintenant, si je suis pas bon parce que je suis complètement imposteur puis je connais pas mon sujet, je vais rapidement être mis de côté. Mais en disant aux jeunes, hey, je fais des conférences dans les écoles, j'en avais pas fait une. J'ai fait ma vidéo en disant je fais des conférences dans les écoles, je n'avais pas encore fait une. Oui, j'en avais fait quelques-unes dans les entreprises. Mais je savais que ça allait être des places faciles où s'ils n'ont pas d'argent, les écoles. Puis moi, quand ils vont appeler, puis ils vont dire tu charges combien? Puis je dis 0. Ils vont faire go! OK! Puis je leur dis seule condition, c'est que moi, mon caméraman, puis il filme tout. Il n'y a pas de problème. Il signe la décharge, amène le caméraman, filme tout ça, ça me crée du contenu pour les médias sociaux. Puis ça, pour vrai, je suis en train de donner vraiment des trucs sérieux pour n'importe qui qui écoute et qui a une business similaire à ce qu'on fait. Là. C'est comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment solide. Puis, tu sais, c'est des idées que c'est facile. Là. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste de comprendre l'influence, la persuasion. Puis je savais que les écoles allaient accepter parce qu'ils ont de la difficulté à avoir des gens qui font ça gratuitement. Parce que veut pas la personne qui accepte des conférences dans des écoles, généralement, c'est pas le top conférencier. Parce que le top conférencier qui charge 10 000 pour sa conférence, qu'est-ce qu'il y en a à foutre d'aller parler à des jeunes qui sont même pas intéressés par son sujet, puis qui va faire genre 500$. Il s'en calisse, il va pas dans les écoles. Fait que moi, je me suis dit, moi, être le bon gars qui fait ça gratuitement parce que, de un, oui, j'ai à cœur d'inspirer les jeunes, mais de deux, moi, j'ai la caméra d'en face qui me filme pendant que je parle, pendant qu'il y a du monde dans une salle. Puis c'est comme, quand tu écoutes la vidéo, tu sais pas que c'est une conférence dans une école. Tu es sur un stage.
Donc, le but, c'est d'être sur un stage puis que le monde te voit, puis ça démontre automatiquement une crédibilité. OK. Puis, je pense que tu as fait une conférence pour l'Académie Zéro Limite, ça se peut-tu? Oui. Comment c'est arrivé, ça? Toi, t'étais-tu rentré dans l'Académie Zéro Limite ou pas? Non, je connais Martin Latulippe, mais j'avais pas fait l'Académie, mais je savais c'était qui, parce que, parlant de conférencier, c'est un conférencier très, très, très connu dans la francophonie, puis il a aidé beaucoup de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat web. Puis, moi, j'ai rentré en contact avec lui parce que je voulais voir, à un moment donné, je me demandais s'il pouvait me mentorer, s'il pouvait me donner des conseils, parce qu'il y a de l'avance sur moi, parce qu'on est dans la même industrie, puis il y a de l'avance sur moi en termes d'âge, où ça fait plus longtemps que moi qui fait. Puis on a développé une relation d'amitié. J'ai joint son mastermind, qui est plus un groupe, on pourrait dire, élite de gens qui sont dans l'industrie du coaching. Puis de là, lui, il a vu un peu comme l'arrière-scène de mon entreprise, puis il a vraiment trippé parce que il envoie les entrepreneurs, puis il a vu la structure, il a vu le nombre d'employés, il a vu comment qu'on renaît ça comme des professionnels. Puis je pense qu'il a développé une espèce de petit attachement parce que je suis plus jeune, puis il a pratiquement l'âge d'être mon père ou proche. Fait qu'on a développé une belle relation, puis il a décidé comme de m'aider. Puis c'est lui qui m'a invité à Paris. J'ai donné une conférence à Québec pour la Z, puis j'ai donné une conférence à Paris, puis ça vient tout de lui. Fait que parfois, on peut rencontrer des gens qui, sur notre passage, ils vont nous ouvrir des portes, puis c'est pas ça qui va tout créer ton succès, mais ça reste que c'est une porte après l'autre qui fait que tu te dis « Wow, je suis rendu là. » Puis Martin, définitivement, c'est quelqu'un au Québec puis dans la francophonie qui ouvre des portes à beaucoup de gens. C'est quand, lui, tu l'as contacté? Ça fait-tu longtemps? Ça doit faire peut-être un an. OK. C'est intéressant. Y a-t-il une situation de vie qui t'a ému? C'est une bonne question, ça. Je vais dire comme tous les parents, la naissance de mes enfants. Ah ben, oui, c'est une bonne réponse. Mais moi, ce qui m'émue, on parle d'entrepreneuriat, c'est quand je repense au chemin fait. Moi, ça, c'est ce qui m'inspire le plus. Là, quelques jours, je suis allé à Las Vegas pour la première fois, puis j'ai amené ma mère là, pour sa fête. Puis on a passé 6 jours là-bas, puis on a vraiment vécu une semaine comme de millionnaire. C'est comme tout, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu regardes pas la facture, puis tu le fais. Puis j'avais rarement fait ça dans ma vie. Ça reste que je profite de la vie, je m'amuse, mais là, de vivre vraiment comme, hey, on se calisse du prix de ça, c'est quoi? J'ai 2 amis qui sont venus me rejoindre, on a loué une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, on s'est promené dans le désert avec ça. C'était hallucinant, les plus beaux restaurants. Il y a un soir, ma mère a dit, OK, là, c'est assez, là, les restaurants de luxe, là, on peut aller manger au petit resto du coin. Puis j'ai dit, non, c'est ça, on va manger au petit resto du coin. J'avais réservé en haut de la Tour Eiffel. Pourquoi c'est assez? C'était, elle était peut-être un peu mal de comme se faire autant gâter, tu sais. C'est pas le genre de voyage qu'elle était habituée. Puis un souper, elle me racontait, elle dit, c'est fou, Charles, tu sais, je me souviens quand tu étais jeune, puis tu pleurais, puis tu disais que tu n'avais pas confiance en toi, puis tu haïssais l'école, puis tu as comme eu une espèce de déclic de oui, je veux réussir dans la vie, puis c'est comme, tu étais motivé, mais tu n'étais pas crédible, tu sais. Puis elle dit, c'est fou de voir comme tout le chemin parcouru, puis, pardon, évidemment, c'est ma mère, parce qu'elle l'a vu, c'est quand même certaines embûches, mais il n'y a personne de plus proche que moi envers moi qui sait le chemin parcouru. Fait que de temps en temps, je peux être tout seul dans mon auto ou justement en voyage, dans l'avion, peu importe, puis je fais se repenser à... Puis parce qu'il faut des fois mettre peser sur pause puis faire juste apprécier ce que tu vis en ce moment. Puis là, parce que des fois, ça va vite puis on prend pas le temps de l'apprécier. Puis moi, dans ces moments-là où je suis en voyage, où je vis quelque chose de le fun, puis là, je fais « Hey, te souviens-tu, Charles, quand tu as vécu telle affaire, ou tu as vécu tel rejet, ou on a ri de toi, ou toutes ces fois-là, puis là, tu vois ce que tu es rendu, ça m'émue. Ça m'émue parce que je sais tellement que j'aurais pu abandonner tellement de fois, puis je sais que c'est pas fini. J'ai accompli, David, même pas 10% de ce que je veux faire, même pas 5% de ce que je veux faire. Il m'en reste tellement à faire. C'est pour ça que je garde une belle humilité, parce que c'est comme dans ma tête, je suis pas quelqu'un qui a du succès, c'est comme je suis dans le chemin parce que le succès est relatif pour chacun. Mais le chemin parcouru, ça m'émue parce que c'est comme, tu sais les embûches. Puis pourquoi je raconte ça, c'est qu'il y a des gens qui vivent des embûches présentement. Puis pour eux, c'est une difficulté, alors que moi, ce que je te dis, c'est que c'est une future gratitude. Le fait que ça soit dur présentement, c'est une future gratitude. Parce que d'une couple d'années, tu vas être content d'avoir vécu ça parce que tu vas avoir quelque chose à raconter. Tu sais, imagine, là, c'est comme, qu'est-ce que j'ai à raconter si toute ma vie avait été facile?
Mais j'aurais rien d'intéressant à raconter si toute ma vie était facile. J'ai vécu un paquet de trucs que je suis pas le seul à avoir vécu. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est moi qu'on interviewe puis c'est moi qu'on met sur une scène devant du monde? C'est parce que je les ai surmontés. Puis comment je les ai surmontés? Avec toutes les choses que je raconte dans mon podcast, toutes les choses qu'on partage en formation. Puis c'est brique par brique à les régler chaque difficulté. Là. Tu as dit tantôt, on s'est rencontrés autour de 2017. J'ai fait ta formation. Puis moi, j'étais habitué d'investir en moi. Puis j'avais ultra confiance en moi d'une façon professionnelle. Mais relationnel, amoureux, j'avais de la misère. J'ai regardé sur Internet, c'est qui le pro au niveau relationnel amoureux. Puis j'ai tombé sur toi, puis c'est de là qu'on s'est rencontrés. Puis là, ça fait quand même plusieurs années. Ça en est passé des choses là, depuis. Mais je suis dans un constant désir de vouloir évoluer. Fait que tu vois, tu sais, comme j'ai voulu investir sur moi d'un point de vue personnel, relationnel, amoureux, comme j'ai investi sur moi de façon professionnelle, comme j'ai investi sur moi encore aujourd'hui de façon, mettons, entrepreneuriale. Tu sais, je continue constamment. Puis quand je dis investir, c'est autant temps et argent dans une quête de constamment vouloir avancer. Puis là, quand tu regardes le chemin, puis tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé dans les 7 dernières années, 10 dernières années, c'est là que, pour moi, pour ma part, ça me rend plus ému. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Je te remercie beaucoup de tout ce que tu m'as dit. Je vais te renvoyer l'ascenseur. J'ai entendu des beaux compliments de tes formations parce que je pense qu'on a des clients communs qui se promènent d'un téléphone à l'autre. OK. Attends une minute, là. 70. Ouais. Là, parce que là, tu as créé une équipe, ça, je comprends ça, mais j'aimerais ça comprendre l'espèce de... Ça a été quoi? Ah non, attends, j'ai une autre question qui me brûle les lèvres, que les autres invités n'ont pas réussi à me répondre, mais je pense que toi, tu vas réussir. C'est le premier à répondre à une question que les autres n'ont pas voulu répondre. Ouais, c'est ça. Y a-tu un gap? T'sais, là, mettons, je vais te parler au niveau de TikTok. Ben, je pense que sur Instagram, je ne me rappelle plus du nombre d'abonnés que tu as, mais t'as-tu senti un gap? Je m'explique, là, mettons, tu dis, ouais, là, quand j'ai frappé 50 000 abonnés, il y a de quoi qui se passait, le téléphone sonnait plus. T'aurais-tu un chiffre là-dedans? Y a-tu un 50, 100 000? C'est pas une question d'abonnés, c'est une question de visibilité. T'as-tu senti que, depuis que j'atteins ce chiffre-là, il se passe de quoi, là? Non, t'as pas vu ça nulle part? Non, mais mettons, là, ça fait un bout que je suis autour de 180 000 abonnés, puis ça bouge pas plus que ça, mais mes vidéos continuent à faire quand même des vues. Puis c'est ça le but. Le but, c'est pas d'avoir plein d'abonnés parce que il y a des gens, tu sais, comme il y a des gens qui parlent de développement personnel, puis sur TikTok, qui ont 500 000, 600 000, 700 000 abonnés. Ils n'ont jamais le succès que Drôlement Inspirant a en termes d'entreprise parce qu'ils n'ont pas une structure, ils n'ont pas un système. Moi, ce qui est impressionnant chez Drôlement Inspirant, c'est pas les vues, puis le podcast, puis c'est le back-end, là. C'est des vingtaines de personnes qui travaillent 40 heures semaine à faire rouler cette patente-là. Là. Comme en ce moment où on se parle, il y a encore du monde qui sont en train de travailler dans l'entreprise pour faire avancer des choses, pour changer la vie des gens. Fait que, c'est le système, c'est la structure, c'est le leadership que j'ai bâti, c'est l'équipe qui fait que ça roule autant. Parce que moi, tout seul qui fait des vidéos, ben t'es connu. Mais comment tu gères toutes les courriels, les demandes qu'on s'envoie? Puis tu nous as contactés pour l'entrevue, on ne s'est jamais parlé. Là. C'est impossible, moi, que je puisse parler à tout ce monde-là. Ça prend des gens qui puissent m'aider avec ça. Parce que pendant ce temps-là, moi, je fais autre chose qui consiste à faire grandir ça. Donc, en termes d'abonnés, visibilité, j'ai pas vu une espèce de « Oh, là, ça l'a freiné, ça l'a arrêté en tant d'abonnés, parce que ça n'a aucun rapport avec les abonnés. Je vais te challenger un peu là-dessus, OK? Parce que je connais quelqu'un qui est autour de 80 000 abonnés. Puis cette personne-là s'est fait engager pour, je pense que c'est pour la ville de Chicoutimi, une affaire de même. Mon petit doigt me dit que si elle avait eu 0 abonnés, je pense pas qu'il l'aurait. Je sais pas si tu vois où je veux t'amener. Est-ce qu'il y a eu des opportunités que, là, j'ai frappé ça? Je suis plus dans cet angle-là au niveau de la question. C'est-tu clair ce que je dis? Oui, tout à fait. En fait, les abonnés, c'est une espèce de crédit social où on peut te créditer pour une certaine crédibilité parce que ça démontre que si tu es connu dans ton sujet, dans ton univers, ça te donne crédible. L'as-tu senti, ça? Ou pas vraiment? Pas en termes d'abonnés, honnêtement. J'ai pas senti parce que j'ai des abonnés. Tu n'as pas vu des offres de peu importe des compagnies. Ça n'a pas joué, ça. Ça n'a pas joué. Le nombre d'abonnés n'a pas nécessairement joué parce que ça dépend avec qui tu fais affaire. Il peut y avoir des gens qui veulent faire affaire avec toi parce que tu as des abonnés, puis d'autres, c'est parce qu'ils te trouvent vraiment crédible. Dis-moi honnêtement, là, David, là, c'est sûr, j'ai vu ce que tu fais.
que tu aies 900 abonnés ou 100 000, je m'en calisse. Puis s'il y en a un autre qui se lance dans ton domaine puis qui fait plus de vues, mais allez voir en arrière, dans le back-end, qu'est-ce qu'il a fait. Il a-tu changé des vies? Ça ressemble à quoi son site web? C'est des témoignages. Ben, allez voir un peu plus loin. Il y a 100 000 abonnonnés, toi 20 000. Who gives a shit des 80 000 abonnés de différence? Peut-être qu'il a fait une vidéo de conneries, totale connerie, puis ça a pogné. Tu sais, je disais, mais c'est sûr que des vues, ça fonctionne, puis il faut se faire voir. C'est ça que je te disais tantôt avant qu'on enregistre, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut que tu te fasses voir encore plus sur les médias sociaux pour que le monde y voit ce que tu fais, puis etc. Mais, tu sais, dernièrement, moi, j'ai un de mes clients qui c'est un chanteur, puis on a coécrit une chanson ensemble. La chanson s'appelle Rêveur, puis je lui avais dit, lui, je l'ai beaucoup aidé au niveau de ses médias sociaux, puis je lui avais dit, il faut que tu te fasses connaître sur le web, il faut que le maximum de gens sachent t'es qui, parce que demain matin, là, il y a quelqu'un là, genre, qui fait le OD, là, puis qui a zéro talent comme musicien, mais qui décide après l'aventure Occupation Double de devenir chanteur. Cette personne-là te calisse une volée, mon homme. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est connue. Fait qu'on s'en fout si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. La personne va vendre plus de CD que toi parce qu'elle est connue. Est-ce que sa carrière va durer dans le temps? On n'est pas là. L'idée, c'est la visibilité est hyper, hyper, hyper importante. Fait que je tasse le nombre d'abonnés, c'est pas nécessairement ça, c'est vraiment au niveau visibilité. Puis si tu as beaucoup de visibilité, évidemment que les abonnés vont finir par atterrir. Mais moi, c'est pas une variable importante. Les abonnés, c'est la visibilité. Et plus loin que ça, visibilité ne veut pas nécessairement dire nombre de vues. Visibilité veut dire la constance que j'ai dans ma publication, la constance que j'ai dans mes médias sociaux, parce que les gens vont se fier aussi à ça. Mes clients, là, il y en a, là, ça faisait 3 ans qu'ils m'écoutaient. Puis au début, ils n'aimaient même pas ce que je faisais. Puis ils ont fini par devenir clients. Parce que à force de m'écouter, ils ont fait comme mais c'est crédible. Là, leurs jugements se sont tassés. Puis ça a pris du temps, tu sais. Mais il faut que je sois patient. Si je veux juste avoir un client maintenant pour maintenant, j'ai pas la bonne stratégie. Là. Donc moi, je suis hyper patient. Là. De toute façon, c'est comme je me suis positionné dans une espèce de posture d'abondance. Fait que j'ai pas besoin que quelqu'un soit content ou pas content maintenant. Moi, je suis là pour la longue game. Fait que les abonnés, ça peut jouer selon la personne qui prend la décision de on veut l'engager pour telle affaire, on veut faire avec lui pour telle affaire. Mais sur le long terme, c'est pas une source fiable. Puis à penser ça, ben on commence à prendre des shortcuts, à payer de la pub inutilement, à acheter des abonnés. Ça se fait aussi, là. Il y a du monde sur Instagram, là, moi je regarde plus ça. Là, du monde, ils ont bien des abonnés, mais c'est parce qu'ils ont acheté. Fait que, ça, c'est-à-dire, tu vas voir un autre coach dans mon industrie, il va avoir 300 000 abonnés sur Instagram, mais tu vas fouiller un peu, tu vas faire, finalement, Charles, mettons, il y en a un 25 000, il a l'air quand même plus crédible que ce qu'il dit. Fuck les abonnés, on s'en fout, tu sais. Donc, j'ai pas senti une espèce de, OK, là, ça l'a vraiment shifté. Ce que j'ai senti, c'est qu'il y a plus de demandes de plein d'affaires. De tout. Dans tout. Dans toutes les sphères, autant des demandes de gens qui veulent des emplois parce qu'on engage constamment. Les gens qui ont des talents, moi, j'ai comme envoyé beau CV parce que aujourd'hui, j'ai donné une conférence dans une école, le jeune, il me dit « Peux-tu m'engager? » J'ai dit « Ça dépend, c'est quoi ton talent? » Ouais, c'est quel type de talent t'engages? Ça dépend. Nous autres, au niveau du coaching, ben, on s'assure d'avoir des coachs. Tu prends des secrétaires, des coachs, tu prends un peu de tout? C'est quoi? Un peu de tout. On a différents départements, puis sans trop m'éparpiller là-dedans, ce que mettons, je dis aux gens qui disent moi, je travaille pour toi, c'est quoi ton talent? Faut que tu aies quelque chose que tu puisses m'amener. Puis l'autre, qu'est-ce que je veux t'amener? Mais tu peux pas juste me dire, comme, je veux une job. Il y a des gens, des fois, c'est la pire affaire. Les maris en disant engage-moi, je suis prêt à te faire n'importe quoi. Arc! Prêt à faire n'importe quoi. Ça veut dire que, dans le fond, tu es un lèche-cul qui veut juste te faire mentorer gratuitement en travaillant avec moi. Tu ne vas rien m'apporter. Puis, il faut t'amener quelque chose dans l'entreprise. Donc, moi, quand je voulais avoir des opportunités, mettons, dans l'automobile, quand j'ai commencé à 18 ans, ils ne voulaient pas m'engager là, parce que j'étais trop jeune à 18 ans pour commencer dans l'automobile. Puis, j'ai dit non, vous allez voir, donnez-moi une chance, puis je vais être celui qui va vendre le plus de chars. Et Caroline, je suis devenu assez rapidement celui qui vendait le plus parce que je m'étais mis en mission pour vraiment les aider. Fait que c'est comme, je vais vous faire de l'argent. Puis vous allez être content, tu sais. Mais moi, quelqu'un qui peut m'arriver, mettons, je sais pas moi, mon monteur vidéo, s'il me dit, Charles, j'aimerais ça te travailler pour toi, mais je suis prêt à faire n'importe quoi. Mais c'est quoi ton talent? Regarde les vidéos que j'ai montées de toi. Il me fait, mettons, un montage de fou, là, sans travailler pour moi. Là. Hey, regarde ça, Charles, je t'envoie 10 vidéos de toi. J'ai repris des bouts de podcast, puis tout ça, les sous-titres, c'est écœurant. C'est des explosions, des shots, t'as l'air d'être dans Fast and Furious. Il m'envoie ça, c'est comme, je veux t'engager, toi. Ouais, ou quelqu'un, mettons, ou un coach qui me dit « Hey Charles, j'ai une centaine de clients que j'ai accompagnés. J'aimerais ça, moi, me joindre à Drôlement Inspirant pour aider encore plus de gens. » Puis là, je vois tous les témoignages de gens qui te changent des vies. Puis comme, hey, go!
let's go, fait que les gens que j'embauche, c'est des gens qui ont des immenses talents. Puis la chance que j'ai, c'est que vu que là, ben, je me suis fait beaucoup voir, ben, c'est qu'on a quand même beaucoup d'opportunités. Fait qu'on n'est jamais en manque d'employés. Moi, la pénurie de main-d'œuvre, j'ai jamais vécu ça parce que les gens veulent venir travailler pour Drôlement Inspirant parce que ben, ils voient l'impact, ils voient où la vision, où ce qu'on s'en va. C'est comme nous autres, on commence à travailler l'Europe. Fait que oui, le Québec, c'est le fun, là, mais il y a l'Europe aussi là, qui a encore un peu plus de francophones. Là. Fait que ça va devenir immense, cette affaire-là. Je suis en train de sincèrement bâtir un empire, ça va prendre du monde. Fait que le monde qui ont des talents, puis ils se disent quand même, moi, peut-être que je pourrais amener quelque chose à cette entreprise-là, mais c'est comme, t'es plus que le bienvenu, puis crème, tu vas triper, t'arrêtes, puis tu vas avoir du fun avec nous autres, puis tu vas bien gagner ta vie. Donc, c'est le fun, mais il faut pas arriver avec la posture de « je vais absolument travailler pour toi, s'il vous plaît, monsieur ». Jamais tu te mets automatiquement comme en posture de « je t'en bas de toi », tu sais. Donc, c'est touché à expliquer, mais bref, faut savoir dans quoi on est bon, tu sais. Oui, je comprends. Quand tu dis l'Europe, là, tu parles de l'Europe, est-ce que tu as l'impression que les Européens te comprennent? Hey, je sais pas, hein. Moi, je vais travailler peut-être à faire là-dessus, mais quand j'ai fait la conférence à Paris, c'était ça ma plus grande inquiétude. C'était, je vais-tu réussir à me faire comprendre? Puis j'avais parlé avec François Lemay, puis il m'avait dit que lui aussi, la première fois qu'il est allé en Europe, c'était sa première inquiétude de se faire comprendre, parce que lui aussi, il parle comme moi, il parle vite, puis donc, puis ça a quand même bien été. Il y a certains mots, mais hey, je me freinerai pas pour ça. Fait que tu te freines pas, tu parles normalement. Tu t'essayais pas de la faire à la française. Je vais m'ajuster. C'est du SRR, constamment. Fait que je vais m'ajuster en conséquence de s'ils n'ont pas compris telle affaire. Je vais pas arriver en disant comme OK, là, je vais me dénaturer pour me faire comprendre, parce que là, ça sera pas qui je suis, ce sera pas moi-même. Fait que je vais pas me dénaturer en partant. Fait que je reste moi-même. Puis si je vois que Caroline, ça pogne pas en tout, ben oui, je travaillerai à changer certains mots, certaines ponctuations, certaines phrases. Mais ça sera en mode essai-erreur de ça fonctionne pas, donc on va adapter certaines affaires. Mais j'ai déjà des gens qui ont vécu en Europe. Ben, en fait, des Européens, mais qui vivent aujourd'hui à Montréal, qui travaillent avec nous en équipe. Fait que ça va être bon pour cette transition-là. Fait que j'ai déjà préparé en amont ce plan-là, le plan d'assaut. Le plan d'assaut. On va prendre d'assaut les Européens, ils ne sont pas prêts à nous voir arriver. Ah, c'est bon, le plan d'assaut. Selon toi, est-ce que... Parce que là-dedans, j'ai des questions du fameux Nathan que je t'ai parlé. Là. Oui. Est-ce que réussir dans la vie, est-ce que c'est un petit don au départ? Bonne question. Moi, je pense que la vie envoie des défis à tout le monde. Puis la vie est injuste. Fait que le but, c'est pas de se dire non, tout est facile, tout est parfait pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui naissent avec certaines difficultés. Moi, ce que j'aime me dire, c'est que rien n'est une finalité. Donc, tu peux avoir un don. Le problème, c'est que souvent, on étouffe certains dons qu'on a, puis on met de l'énergie sur des trucs qu'on nous a dit qu'il fallait se concentrer. Fait que moi, par exemple, mettons, j'étais vraiment pas bon à l'école, là, mais quand je te dis pas bon, là, c'est comme, j'étais assis puis je comprenais rien. Mais j'étais un bon communicateur. Imagine si moi, on m'avait poussé à, comme, hey, c'est la communication, tu as ton talent, puis pousse là-dessus. Il y a personne qui t'a dit ça? Ben non, on me disait de fermer ma gueule. C'est drôle, hein, parce que à l'école, on me disait de fermer ma gueule, puis aujourd'hui, les écoles nous appellent, puis ils nous payent pour que j'ouvre ma gueule devant eux autres. C'est bon, ça. C'est spécial, hein? C'est ironique, tu sais. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que on a tous un don. On a tous quelque chose dans lequel on est bon, puis notre talent, il faut le mettre au service des gens le plus rapidement possible. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement dans un show de musique. Je pense qu'il s'appelle Philippe. C'est un chanteur country. Je pense qu'il chante en anglais aussi. Je l'ai rencontré super rapidement. Puis dans mon groupe, Les Drôlement Inspirés d'ailleurs. Puis il a une maladie dégénérative, si je peux le dire comme ça. Puis bref, c'est comme dans une couple d'années, il va se ramasser en chaise roulante. Tu sais. Puis lui, le gars, ben sa carrière s'en va de même. Mais son rêve, il va finir par s'éteindre parce que sa maladie va faire en sorte qu'il sera plus capable de chanter, il sera plus capable de jouer à la guitare, il va se ramasser en chaise roulante. Fait que ça, quand t'entends ça et t'es en pleine santé, comme, prends ta calice de gueule puis fais ce que t'as à faire, là, tu sais. Parce que lui, ce gars-là, il est en train de vivre son rêve, puis la maladie va finir par tuer son rêve. Puis le tuer lui par la famille, tu sais. Et
son don à lui, c'est quoi? Son don, c'est ce qui est terrible également. Son don, c'est cette maladie-là. Parce que en partageant que cette condition-là, il y a l'attention des gens tout de suite. Ouais. Automatiquement. Moi, il faut que je travaille fort en tabarouette pour être inspirant à côté de ce gars-là. Là. Tu comprends? Il faut que j'aiguise mon vocabulaire puis que je sache quoi dire à côté de lui. Parce que lui, juste en disant « Voici ce que j'ai », c'est comme « Boum! » Tout le monde vient d'avoir un frisson. Jusque dans la colonne vertébrale, c'est comme « Hey! » J'ai une motivation puis j'ai un désir de vivre puis de faire quelque chose de ma vie parce que regarde lui, c'est quoi sa condition puis regarde ce qu'il fait quand même. Il travaille sa carrière puis il continue à vouloir avancer ses choses jusqu'à temps qu'il soit plus capable. Donc, parfois, notre don peut aussi être quelque chose qu'on n'aime pas. T'sais. Fait que lui, il n'aime pas le fait d'avoir cette maladie-là, mais c'est en même temps son don, présentement, parce que c'est ça qui va accrocher les gens. Puis s'il accroche les gens, bien, les gens accrochent à sa musique, il accroche à ses conférences, parce qu'il fait des conférences également. Fait qu'il accroche à sa musique, fait que ça fait nourrir sa carrière. Puis après ça, mais sa musique, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. T'sais. Fait que lui, son but, c'était d'inspirer les gens par sa musique ou de rendre les gens heureux par sa musique. Mais ça va pouvoir durer, même quand il ne pourra plus chanter. T'sais. Donc là, le but, c'est de faire le maximum en ce moment avec qu'est-ce qu'il y a. Mais là, ce qui est intéressant quand je dis ça, c'est que là, tout le monde peut être ému de ça parce qu'on se dit que c'est une situation claire de quelqu'un qui a une problématique au niveau de la santé, puis ça s'en va comme ça. La réalité, là, c'est que nous autres, là, on est toute une espèce là, de sablier, là, où on ne voit pas le nombre de sables qui reste, mais on voit tout le sable qui descend. Hein, tu as peut-être 37 grains de sable, moi j'en ai 27, l'autre en a 15, l'autre en a 5, puis ça tombe, mais tu sais jamais c'est quand le dernier grain de sable. Tu sais jamais c'est quand est-ce que c'est ton dernier grain de sable qui tombe, puis après ça s'éteint. Fait que là, on parle de quelqu'un, puis on se dit, hey, lui, il faut qu'il se grouille, mettons, il a 27 ans, puis ça se peut qu'à 30 ans, il ne puisse plus marcher. Puis on dit, Caroline, faut qu'il se dépêche. Ouais, mais toi, peut-être que tu as 40, puis c'est dans 2 ans que tu vas mourir, comme peut-être que tu as 60, mais tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Fait que comme on ne le sait pas, c'est une espèce d'illusion quand est-ce qu'on va crever, tu sais, disons-le comme ça. Là. Ouais. Mais t'as pas le choix de faire quelque chose maintenant. Tu sais. Fait que regarde c'est quoi, dans quoi que t'es bon ou qu'est-ce qui t'inspire. Puis t'as pas le choix, c'est une obligation de foncer vers tes objectifs, vers tes rêves. C'est plus un esti de cliché de dire qu'il faut réaliser nos rêves. C'est plus un cliché, là. C'est plus juste ceux qui sont chanceux, juste ceux qui font un peu de développement personnel puis qui travaillent fort sur soi. C'est comme tout le monde devrait réaliser ses rêves parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Puis je pense que ça serait la pire chose de juste vivre sa vie puis de se dire j'aurais pu faire plus, mais j'ai pas osé parce que. Puis là, le parce que, c'est toutes des excuses qui sont justifiables. C'est toutes des excuses qui sont bonnes en soi. Mais qu'au final, c'est comme tu vas crever avec ça quand même. Donc moi, je pense sincèrement que je réussis à accomplir plein d'objectifs puis à réaliser plein de rêves, non pas par motivation de réussir, mais par peur d'avoir des regrets. Je veux pas avoir de regrets à la fin de ma vie en me disant « Ah, si, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. » Puis me dire « Ah, ben j'ai le temps. » Je ne sais pas combien il me reste de temps. Je ne sais pas le nombre de grains de sable qui reste à tomber. Fait que j'ai pas le choix de faire ça là. Puis en même temps, je prends une décision en étant patient. Fait que j'ai une espèce d'optimisme de non, moi je veux vivre longtemps. Fait que je m'enchante, je m'entraîne, puis je me mets dans une posture positive où ce que je veux vivre longtemps. Mais si je meurs demain, au moins j'aurais vécu quand même pas mal d'affaires parce que j'ai mis toutes les chances de mon côté de prendre action vers ce qui m'inspire. Écoute, ton histoire de grain de sable, ça me parle beaucoup parce que, justement, je viens de frapper le 40 ans. Puis là... Ben, c'est bon, je t'avais donné 37, tu as peut-être 37 grains de oui, sable, non, moi 27. C'est bon, t'as peut-être bien fait ça. J'ai frappé le 40, puis je trouve que quand j'ai frappé le 40, ça a ramené cette question-là, de dire, là, on n'est pas éternel, là. C'est ça, c'est quoi qui me fait vraiment vibrer, tu sais. Ouais. On tombe dans d'autres types de questions. Fait que non, t'as vraiment mis le doigt dessus. C'est vraiment bon. OK. Puis, je vais revenir un petit peu sur les conférences. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait ça commencer à faire des conférences? Comment s'y prendre? Aller dans les écoles gratuitement. C'est vraiment là que tu t'en vas? Non, mais c'est parce que, en fait, l'idée, c'est... évidemment, il y a plein de compagnies, honnêtement, je vais leur dire straight, là, il y a plein de compagnies qui sont cheap puis qui ne veulent pas payer, parce que moi, présentement, je pourrais... Au niveau business, tu parles. Au niveau, dans le corporatif, ouais. Tu parles. Il y en a qui ont de l'argent, puis il y en a qui sont cheap. C'est comme bizarre parce que c'est un tout ou rien. Il y en a qui vont l'arriver en disant comme, ben regarde, ça va coûter 5 000, puis ils vont faire comme, ah, c'est bon, de toute façon, on avait un budget de 10 000. Puis il y en a d'autres qui vont faire comme, ah,
On avait prévu 1500. Tu fais 1500, tu penses que ça fait quoi? Ça paye mon hôtel. Ça paye mon gaz pour me rendre ici. Puis je vis pas de ça, moi, ultimement. Donc moi, je le fais pas pour l'argent. Moi, je le fais parce que j'ai quelque chose que je sais que je vais avoir du plaisir à aller faire. Mais quelqu'un qui veut se lancer là-dedans puis vivre de tout ça, je suis pas le meilleur pour pouvoir te répondre parce que, je veux dire, ça fait pas 20 ans que je fais ça. J'ai quand même eu la chance que, vu que je me suis fait connaître par les médias sociaux rapidement, il y a eu une espèce d'engouement. Mais clairement qu'aujourd'hui, c'est de se faire connaître par le web. Fait que si tu fais juste appeler plein d'endroits en disant comme je suis conférencier, c'est comme qu'est-ce que tu vas venir nous aider? Faut pas dire que tu es un conférencier, il faut que tu sois un expert dans un sujet et par le fait que tu es expert sur ce sujet-là, tu fais des conférences sur ce sujet-là. Parce que conférencier, ça veut dire quoi, conférencier? Conférencier, on a l'impression que c'est ça. Tu vas nous parler de motivation, puis de trucs clichés au niveau de la croissance personnelle, où tu vas essayer de motiver les gens. Puis il y a purement d'entreprises qui ont envie de faire motiver leurs employés. Dernièrement, j'en ai donné une conférence pour le fédéral. Je me souviens plus c'est quel département. Je pense que c'était au niveau de Emploi Canada, ou en tout cas, je me souviens plus c'est quoi le département. Puis la liste de trucs qu'ils nous avaient demandé, qu'ils voulaient que je traite, c'est toutes des affaires de les employés sont rendus en télétravail, il y en a plein qui sont réticents au changement. Puis ils me laissaient une liste de trucs comme qu'ils voulaient que j'amène, un peu comme si j'étais le nouveau boss qui annonçait des trucs. Pour au final, ce que j'étais arrivé en disant comme on va parler au niveau personnel parce que si ça va bien personnellement, ça va aller mieux professionnellement, puis ça va mal personnellement, puis ça va mal professionnellement. Puis j'ai fait un grand discours qui a duré peut-être pendant 45 minutes, 1 heure sur sur l'adaptabilité au changement. Comment réussir à s'adapter dans un monde qui est constamment en changement. Puis finalement, ils ont trippé, puis ils ont dit on veut rebooker une autre conférence. Puis ça, après ça, ça peut devenir une espèce de témoignage pour d'autres entreprises. Parce que là, si tu sais que Caroline Charles Romain Inspirant, il a parlé pour le fédéral, puis ça a pogné. Il a fait des banques, il a fait des compagnies d'assurance, il a fait des écoles, il a fait des universités. Puis là, il y a des gens en arrière de ça qui disent comme oui, on le recommande. Tu deviens carrément crédible là-dedans. Puis c'est plus une question de est-ce que vous voulez me prendre comme conférencier, mais plutôt avez-vous les moyens de me payer? Ça devient plus ça, tu sais. C'est ça le jeu, tu sais. Moi, c'est plus grand. Moi, vu que je gagne pas ma vie avec ça, ça reste on va faire de l'argent quand même, mais c'est plus ça le moteur principal, mais est-ce que je vais avoir du fun où ce que je vais aller? Puis moi, ce que je veux plus, c'est aller dans des places où ce que les gens s'en foutent complètement. Tu sais, quand j'arrive puis je fais lever la main en disant qui s'intéresse au développement personnel, puis il n'y a personne qui lève la main. Là. Si je suis plus rendu dans ma carrière d'essayer de motiver des gens à faire la croissance personnelle, tu sais, même que là où je suis rendu, c'est d'avoir de l'empathie pour les gens qui ne sont pas intéressés à la croissance personnelle, parce que j'ai longtemps eu une espèce j'ai pas le bon mot, là, mais une espèce de dégoût envers les gens qui veulent pas se développer personnellement. Fait que je me disais, Chris, c'est ton devoir en tant qu'être humain de t'améliorer. Là, t'as des espèces de caricatures de mon oncle Gaétan qui sont comme « Non, regarde, moi, j'arrive ma pension, il n'y a pas besoin de faire plus d'argent. » Tu te dis « Non, Gaétan, améliorer la relation avec ta femme, elle est plus capable de toi, là, elle. Elle est plus capable de te sentir, là. » C'est quoi ta définition à toi du développement de la croissance personnelle? C'est quoi pour toi? Parce que c'est intéressant, ça. C'est quoi quelqu'un qui fait du développement? C'est-tu, OK, je lis des livres? C'est quoi exactement? Parce que ça va jusqu'où? Le développement, c'est ce que tu fais après avoir lu le livre. Le développement, c'est ce que tu fais après avoir écouté un podcast ou après avoir assisté à une conférence. Le développement, c'est de régler ce que tu sais que tu dois régler. Fait qu'on a tous un problème ou un défi dans notre vie. Il y en a, c'est qui veulent arrêter de fumer. Il y en a, c'est qui veulent avoir plus de confiance. Il y en a, c'est qui veulent trouver l'amour. Tout le monde a un défi ou quelque chose qu'il veut régler. Dans n'importe quoi, là, que ce soit trouver l'amour, arrêter de fumer ou changer de carrière, il y a des solutions. Tu peux lire un livre sur comment arrêter de fumer. Fait que ça peut être, dans ta vision, ça peut être sous n'importe quelle forme. N'importe quoi, c'est de l'optimisation de vie. Tu t'optimises. OK, ça veut dire, je veux juste bien comprendre ta vision. Fait que quelqu'un pourrait arriver et dire, moi, je travaille à côté sur moi, il va voir, exemple, je sais pas moi, des thérapeutes ou peu importe, mais il prend jamais aucun programme de coaching nulle part. Tu considères quand même qu'il fait du développement personnel ou cette personne l'aider. Dans le fond, c'est
C'est est-ce que je surpasse mes défis personnels puis est-ce que je travaille dessus? C'est un peu ça ta vision? Exact. OK, je comprends. Parce que ce qu'on a appelé le développement personnel, c'est l'espèce d'univers où ce qu'on parle de sujets comme confiance en soi, comme motivation, comme des trucs inspirants. Puis on appelle ça le développement personnel. C'est toute cette espèce de cliché-là. Mais moi, là-dedans, oui, il y a ça, mais on n'est plus là. C'est comme tout le monde essaie qu'il y a plein de livres sur plein de sujets. C'est comme on est rendu ailleurs. Là, quelqu'un qui ne comprend pas encore en fucking 2022 le développement personnel. Si tu dors en dessous d'une roche, là, te développer personnellement, c'est de régler tes fucking problèmes. Des trucs que tu veux régler dans ta vie, faut que tu fasses quelque chose pour le régler. Puis c'est pour ça que j'amène ça de ce point-là, parce que je sais que moi, j'en ai des clients là, que c'est des Mario puis des Denis qui ont jamais ouvert un calice de livre de leur vie, puis qui n'ont pas envie de ça, mais qui savent que moi, j'ai envie aussi d'avoir plus d'argent, ou j'ai envie de prendre ma retraite plus tôt. Puis que là, ils nous payent, puis ils viennent faire nos formations pour se développer sur plein de sphères qui vont les aider à aller plus loin, mais ils n'ont pas envie de juste s'asseoir et écouter un conférencier qui a le même discours depuis 93 ou lire un livre que ça l'intéresse pas parce que c'est trop spirituel, par exemple. Puis il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste que lui, il n'est pas dans cette posture-là. C'est pas ça qu'il a envie. T'sais. Fait que le développement personnel, c'est pas une affaire. C'est plein d'affaires. Parce que c'est un univers avec plein de choses. C'est pas comme une religion où ils ont pris de telle façon, puis c'est ça les mots qu'il faut dire dans notre livre, puis qu'on a écrit le 1000 ans. C'est pas ça, là. Le développement personnel, c'est plein de sphères. Puis moi, j'aime ça dire, tu optimises ta vie. C'est de l'optimisation de vie. Quelqu'un qui ferait juste, par exemple, lire des livres, mais qui applique rien, tu dirais-tu qu'il fait du développement personnel? Ben non. Okay, c'est de l'information personnelle. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il passe à l'action. OK, je comprends. Parce que, je vais lire tous les livres sur la mécanique, mais je veux jamais prendre un outil dans mes mains. J'ai peur d'enlever la mauvaise bowl puis pas de la remettre à la bonne place. Puis c'est comme... C'est fou, là. Comme tu vas lire tous les livres, tu vas tout connaître sur les chars, mais jamais... Puis t'es passionné de mécanique, mais t'as jamais voulu prendre un outil dans tes mains puis vraiment comme faire quelque chose en dessous du hood parce que t'es bloqué par je sais pas trop quoi. Fait que c'est pour ça que moi, j'amène ça un peu plus loin au niveau de t'expliquer le développement personnel, c'est quoi. Parce que si je faisais juste rester dans le... parce qu'il y en a plein là, qui vont dire lire des livres, écouter des vidéos. Puis, moi, j'encourage pas les gens à écouter mon podcast. J'encourage les gens à faire de quoi après l'avoir écouté. Parce que souvent, c'est comme je me sens tellement bien. Je me sens tellement mal aujourd'hui. Puis là, Nancy au bureau, elle me dit prends du temps pour toi. Fait que là, j'ai mis la main sur mon cœur, j'ai pris un bain, une tisane, j'ai pris du temps pour moi, j'ai lu un livre. Ça m'a fait tellement du bien, là, David, là, c'est incroyable. Ça m'a tellement fait du bien. OK, ben là, c'est quoi t'as fait après ça, là, Carole? Ben, absolument rien. J'ai pu fâcher après mon conjoint qui m'a crié après, là. Là, Carole, elle continue de même. Tu comprends qu'est-ce que Carole a fait, là? Le lendemain, elle achète 2 billets là, pour aller voir un conférencier, puis elle traîne son mon oncle Gaétan de force, puis lui, il s'en calisse bien raide d'aller écouter le gars sur scène conter ses histoires. Puis là, elle pense que c'est du développement personnel. Ce n'est pas du développement, c'est de l'information. C'est comme écouter la télé. Là. C'est comme on t'informe sur un sujet. Moi, je parle pas de développement personnel. Je compte des affaires qui pourraient peut-être inspirer les gens. Tu comprends? Fait que c'est juste que le développement, c'est le concept qu'on a mis ça là-dedans. Mais ultimement, te développer, lis la définition du mot développement. Il y a une prise d'action qui doit être prise à quelque part. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut qu'il y ait un mouvement. Fait que c'est de prendre action avec les choses que tu as devant toi. Puis ce qui est fou, c'est que tu n'as même pas besoin de faire du développement personnel pour régler tes problèmes. Tu le sais déjà. On est tous hyper intuitifs. Même les plus cartésiens de ce monde sont quand même intuitifs. T'as de l'air dedans. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais déjà. Tu sais le problème que tu as? C'est ça que tu veux dire? Tu dis, je bug là-dessus. Peu importe la sphère de vie. Peu importe la sphère de vie. On le sait tout. Au fond de nous, on le sait. On est juste extrêmement bon pour se mentir puis se convaincre qu'au final, on est correct avec notre situation. Fait que tu sais, moi, j'ai quelqu'un l'autre fois qui me challengeait, mettons, par rapport à l'argent. Puis qui disait mais Charles, c'est pas tout le monde qui a envie de faire de l'argent. Puis je disais toi, t'as pas envie de faire plus d'argent. Puis là, non. Puis là, dans son char, il y avait des billets de 6,49. J'ai dit, fait que dans le fond, tu veux pas faire plus d'argent, mais t'achètes. Là, tu l'as pogné en maudit. Non, mais j'ai dit, OK, fait que tu veux pas faire plus d'argent si ça demande un effort. Mais si ça t'est donné, tu vas le prendre. Fait que, tu sais, moi, chaque personne qui dit, je veux pas plus d'argent, OK, je te donne 1 million live. Non, mais. C'est pas ça, là. C'est ça. Ça patine, là, mon oncle. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est clair. Fait qu'on le sait. Qu'est-ce qu'on veut, mon ciment? Fait que la personne qui dit, mais moi, je veux pas plus d'argent, je suis bien avec ce que j'ai. J'ai besoin de peu pour être heureux. Tu te mens. Ça cache autre chose. Ben oui, tu te mens. Puis on était dans cette espèce de... On a été longtemps
parce que le but, c'est pas de faire sentir les gens coupables, OK? Puis la ligne est mince, puis il faut vraiment que je fasse attention de comment j'amène ces discours-là, parce que la ligne est mince entre faire sentir les gens coupables et les laisser dans leur médiocrité. Parce que il y a bien des gens dans le développement personnel qui vont avoir le discours de « vas-y un pas à la fois, vas-y à ton rythme, puis c'est correct, il faut que tu t'acceptes comme tu es. Mais moi, là, je vais te dire, là, David, là, quand j'avais 19-20 ans, là, puis que j'avais de la difficulté à aborder les filles, puis c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait ta formation, là, je m'acceptais pas comme que j'étais. J'avais pas envie de dire « mais oui, t'es un peu gêné avec les filles, puis ça va rester de même, je suis comme ça, je vais m'accepter comme je suis. » Non, Chris, je vais apprendre une formation, je vais apprendre. Moi, j'aimais pas avoir une craque entre les dents. J'aimais pas ça, j'aimais pas ma dentition. Je vais accepter comme je suis. Non, m'a fixé mes dents. M'aller voir le dentiste. C'est quoi je peux avoir? Invisalign coûte combien? 10 000. Parfait. M'a le trouvé le 10 000. Puis m'a me payer ça. Présentement, je suis encore grand et mince. J'aimerais être plus costaud. Je m'entraîne. Je mange mieux. Je fais quelque chose pour changer ma condition physique. Ouais. Je n'accepte pas comment je suis. Maintenant, est-ce que j'accepte qu'il y a des choses qui sont peut-être des trucs que je ne peux pas changer? Si je peux rien changer, mais rien, là. Tu comprends? Rien, là. Il y a une situation, là, comme quelqu'un pense quelque chose de moi et je n'ai aucun contrôle. J'ai dû lâcher prise comme ça n'a aucun bon sens. Mais si j'ai du contrôle sur quelque chose, là, puis je peux vraiment faire de quoi avec, je vais m'acharner dessus parce que je sais qu'au fond, c'est bon pour moi. Et pas de l'acharnement à me rendre malheureux. Tu comprends? C'est pas... Je m'accepte pas, donc je m'insulte ou je me critique. On n'est pas là-dedans, là. On n'est pas dans de l'autocritique. On est dans « j'accepte pas ça, donc qu'est-ce que je fais maintenant? » Mais je vais faire quelque chose pour régler cette espèce d'enjeu-là. Fait que je trouve que c'est super, super important d'amener les gens à... T'es pas satisfait de ta job en ce moment, arrête de dire que t'es bien là-dedans. T'es pas heureux dans ton couple en ce moment, arrête de dire que t'es confortable. Tu l'es pas. C'est comme si tu restais là 1 an à vivre, tu accepterais ça là, en ce moment. Tu continuerais à vivre dans cette situation-là. La réponse est non. Change de quoi? Fait que moi, c'est ça l'espèce de... Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, les premières fois qu'ils m'écoutent, c'est pas confortable de m'écouter parler, là, parce que ça t'oblige à devoir bouger. Ça t'oblige à faire quelque chose. Donc moi, je suis un peu polarisant parce qu'il y en a plein qui vont dire comme faut t'accepter comme tu es. C'est comme non, si j'ai pas envie. Je suis content que tu parles de ça parce que moi aussi je l'entends beaucoup. Qu'est-ce que tu viens un peu de le dire beaucoup, mais tu sais quand les gens disent mais là, sois toi-même. C'est quoi ça être soi-même? Moi, là... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire. J'aimerais ça... Je vais te faire mon analyse là-dessus, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Moi, là, quand j'entends « sois toi-même », ce que ça signifie pour moi, quelqu'un qui me dit ça, c'est « bouge pas comme t'es là. » OK, fait que moi, je peux pas aller plus haut, puis je peux pas m'améliorer dans peu importe quoi. Là. Moi, je l'entends comme ça. Tu l'entends-tu comme ça aussi? C'est ça que j'aime pas. Je trouve que ça fait trop. Reste là. Reste là. Fige où est-ce que t'es. Reste toi-même. Non, là. Reste toi-même. Mais ça marche pas. Puis tu dois l'avoir, mettons, avec des clients, là, tu sais, où ils se font dire, mais moi, les filles, ils m'ont dit qu'il fallait que je reste moi-même. Les filles vont dire ça. Ouais. Mais c'est clairement pas ça, là. T'es pas censé juste être toi. En fait, toi-même, c'est plein d'affaires. Parce que moi, là, quand je suis dans le bois avec des chums, puis que je fais du 4 roues, là, puis que on n'est pas de classe, là, ben, je suis moi-même. Mais je suis aussi moi-même quand je suis sur une scène, puis je suis hyper inspirant. Mais je suis aussi moi-même quand je suis sur le bord d'un feu avec des chums puis qu'on se conte des histoires du passé qui sont vraiment pas inspirantes. Tu comprends? Je suis moi-même dans tout ça. Mais le moi-même, je veux l'améliorer dans tout. Puis parce qu'on a plusieurs facettes de notre personnalité. Absolument. T'es-tu toi-même quand t'es avec ta grand-mère? Oui. T'es-tu toi-même avec tes chums? Oui. Mais t'es-tu pareil dans les deux situations? T'es-tu toi-même quand t'es avec ta grand-mère? Elle était bonne, celle-là. Ben, c'est vrai. C'est comme, avec ta grand-mère, t'es toi-même? Ouais. Avec tes chums, t'es toi-même? Ouais. Mais t'es-tu la même personne avec tes chums et avec ta grand-mère? Non. OK, fait que c'est quand t'es vraiment toi-même. C'est pas pire celle-là aussi. T'es toi-même vrai tout le temps. Tu n'es pas toi-même quand tu mets une espèce de version camouflée pour plaire aux autres. Fait que si vraiment... Puis en fait, t'es pas toi-même puis tu le sens. Tu sais, si, mettons, en ce moment, là, j'aurais un discours juste pour me dire, il y a des caméras, il faut que je paraisse bien, puis que je dise des affaires, parce que je ne vais pas trop choquer, je partirais d'ici, je me sentirais pas bien. C'est le feeling que je vais avoir après avoir dit ce que j'avais à dire. Mais moi, je vis plus ça parce que si je suis moi-même, tu comprends? Ouais. Mais être soi-même, c'est aussi vouloir améliorer des facettes que tu aimes un petit peu moins. Fait que de dire « reste toi-même », c'est parce que si tu te fais dire « reste toi-même » dans une situation que tu pourrais améliorer, une sphère de vie que tu pourrais améliorer, c'est là que ça devient un problème. C'est pas de dire que toi-même, c'est pas bon. C'est de dire que si mettons, c'était moi-même d'avoir des dents croches. Tu comprends? C'était moi-même. Si je n'aimais pas ça. Tu restais moi-même parce que Diane a dit « reste toi-même, t'es beau comme tu es. » Non, me regarde le miroir, je trouve pas ça beau des dents croches.
Quelqu'un peut avoir des encroches puis apprécier ça. C'est correct. Moi, j'aime pas ça. C'est quoi le seul enjeu pour avoir des dents drettes? De l'argent. Guess what? Le gouvernement en imprime à chaque jour de l'argent. J'ai besoin de trouver comment faire puis moi le payer. Fait que c'est pas si compliqué. Non, c'est très bon. Je pense que tu as dit dans d'autres podcasts que tu avais atteint la liberté financière puis tout ça. Oh, un peu. C'est quoi la liberté financière? Ben, le mot millionnaire, je pense que je l'ai entendu à quelque part. T'es pas libre financièrement parce que t'es millionnaire. Moi, je me considère pas libre à 100%. Ça veut dire que si j'arrête de faire ce que je fais en ce moment, pour être capable de vivre pendant une couple d'années, mais je pense pas qu'avec le train de vie, surtout que là, je commence à avoir, je pourrais rien faire sur le pilote automatique. OK, je te suis. Je vais rephraser ma question. Je vais la mettre plus claire dans ce cas-là. Tu fais du cash, fac? Non, même pas. Est-ce que tu te... Depuis que tu as atteint le fameux mot millionnaire, est-ce que tu dirais que tu as une est-ce que tu te sens plus libre mentalement, comme moins de charges sociales ou plus? Vas-tu me dire, ouais, mais j'ai plus d'affaires à gérer? Comment c'est quoi ta réponse là-dessus? Excellente question. Je me sens plus libre. Plus libre. Ah, et ça l'achète tellement de paix d'esprit. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des affaires où c'est niaiseux. Tantôt, je comptais l'affaire de Las Vegas, mais avec ma mère, mais tu sais, quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait une ligne comme à l'infini de monde pour aller se prendre un taxi. Puis l'autre bord, les taxis, il y avait plein de limousines, puis de gros Cadillac escalade, puis tout ça, puis il n'y avait pas personne. Puis là, moi, j'ai dit à ma mère, je dis, hey, la première fois que je suis à Vegas, c'est pas vrai, je m'en vais à l'hôtel avec un petit crise de taxi, on s'en va dans le limo. Finalement, il était tout pris, mais il y avait juste un gros Cadillac escalade qui était libre. Puis on embarque dedans, on part super vite. Puis rendu à l'hôtel, ça a pris comme 15 minutes. Il me charge 92 US pour de l'aéroport à mon hôtel. Et il ne m'ouvre même pas la porte, puis le service était bien ordinaire. Fait que j'étais un peu déçu d'avoir payé 92$. Puis je me suis dit, comme, bon, ça valait pas ça. Mais j'ai sauvé du temps. Puis l'argent que j'avais payé 92, ou mettons 30, ou 20, mettons, pour un taxi, la différence entre le 30 et le 90 ne change strictement rien dans mon budget, si on peut appeler ça comme ça. Donc, je l'élimine vite dans ma tête. Mais mettons, dans le passé, mettons, on recule là, 7-8 ans, si je vais au restaurant et me fais charger une entrée que j'ai pas pris, si je le dis en tabarouette, sa facture, c'est comme, hey, moi, j'ai pas pris l'entrée à 18$, là. Puis ils vont me le changer. Mais aujourd'hui, il y a plein d'affaires où je regarde pas par négligence de je m'en fous, mais c'est que j'ai plus envie de me casser la tête avec plein de petites affaires, avec des paquets de scènes ou des pièces à gauche à droite. C'est niaiseux, mais des fois, je me stationne dans des places à Montréal, c'est comme, tu dois parquer ici, hey, ça coûtera un ticket, c'est ça le prix du parking ici. Je pars. Je me casse pas le cul à chercher le parking. Tu dois entre 8h et telle date, puis le jour férié de ces parcs-là. C'est bon, ça. Un ticket, ça sera ça mon prix pour la journée. Tu sais. Donc, les gens vont dire l'argent, c'est pas le bonheur. C'est comme moi, je pense que l'argent, c'est la troisième chose la plus importante dans notre vie. D'un, t'as la santé, pour ça, t'as l'amour, pour ça, t'as l'argent. Essaie de trouver quelque chose qui passe par-dessus l'argent, à part l'amour et la santé. Si t'as pas de santé, t'as rien. Si t'as pas d'amour, ben de l'argent, mais sans amour, tu peux être misérable, tu seras pas heureux. Mais en troisième position, moi, je trouve que l'argent se place bien là, parce que c'est comme... Je dis pas que ça fait tout mon bonheur, mais ça en fait partie. J'avais dit dans une entrevue, si je sais pas, moi, je m'achète une nouvelle Lamborghini, puis ma blonde, elle m'appelle, puis elle m'annonce qu'elle m'a trompé par rapport avec mon meilleur ami, puis quand même, je suis dans ma Lambo, puis qu'il y a une valise remplie de cash, je suis pas heureux, là, tu sais. Mais si elle m'appelle, puis elle m'annonce une bonne nouvelle, à soir, on a des amis qui viennent super à la maison, puis ben, je me sens encore plus heureux. Ça rajoute une couche au bonheur. Donc, l'argent n'est pas le bonheur en soi. Ça en rajoute à. Puis, c'est pas juste l'accumulation d'argent, c'est de ne plus souffrir d'en manquer. Fait que moi, c'est pas tant d'avoir de l'argent, c'est de ne plus souffrir d'en manquer, puis d'arrêter de tout calculer les cents puis les piastres à gauche à droite que je me cassais la tête quand j'avais pas d'argent, à tout checker. Cette pression-là, ça mange le cerveau. Tu sais, il y a des gens qui vont dire c'est pas important comment tu gagnes, c'est important comment il t'en reste. Je comprends le discours, mais moi, je suis pas tant là-dedans. Là. Je vais investir beaucoup, mais je suis beaucoup plus inspiré par combien qui rentre que les bagatelles de qu'est-ce qui sort. Là. Fait que je suis pas dans une espèce de... Plus si je comprends bien, tu es plus dans le mindset de je vais m'arranger pour en faire de plus en plus au lieu de me casser la tête sur les dépenses. Absolument. OK, absolument. Je pense que c'est... moi, ça me donne vraiment un grand lâcher-prise parce que quand tu penses à dépenses et économiser, c'est sur la défensive. Ça fait frein, comme on freine quelque chose. T'es sur la défensive. Tu brises le momentum. Donc, t'es sur la défensive. La défensive est bonne dans le sport, tu sais.
mais tu as besoin de l'attaque aussi. Fait que tu compteras jamais des buts juste avec la défensive. Fait qu'il y a plein de gens que ils se fient à juste leur salaire, puis les économies qu'ils vont faire, puis ils pensent que ça va peut-être réussir à les rendre riches. Mais oui, mais il t'arrive une pandémie avec l'inflation qui nous encule, ton salaire, c'est comme ton argent vaut moins, puis finalement, tes dépenses vont encore plus, tu te prives. Fait que moi, je suis pas trop à regarder les scènes à gauche à droite, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire qui va ramener encore plus d'abondance. C'est ça, rentrer le boyau, là, que le boyau rentre plus. Je te suis. Fait que oui, ça donne une paix d'esprit. La question initiale, c'est que moi, ça me donne une paix d'esprit. Je ressens pas une espèce de charge à part quand je vois l'argent que j'envoie à l'impôt. Là. Oui, ça me donne vraiment une liberté. Puis encore une fois, tantôt, tu disais, quand tu es ému, ça en fait partie. Là, ça me rend ému de faire comme, hey, regarde ça, le restaurant qu'on se paye ou l'hôtel qu'on prend ou les voyages et tout ça. Mais pour faire ça, ça prend de l'argent. Là, je veux dire, il y a des gens qui vont dire, oh, mais Charles, on dirait que tu carbures à l'argent. C'est comme, t'aimerais-tu ça, toi, si tu amènes ta mère en voyage? Chris, ça prend de l'argent, là. Ça a coûté de l'argent faire ça, là. Fait que ça me rendait heureux. C'est-tu juste l'argent? Non, c'est l'opportunité de pouvoir gâter les gens que t'aimes. C'est l'opportunité de faire des activités que, peut-être que t'aurais pas pu te payer si t'en as pas. Fait que ça prend une place hyper importante dans nos vies. Puis moi, je trouve ça ridicule de voir encore des gens avoir un travail puis faire partie du capitalisme en disant que c'est pas important. C'est l'unité de mesure dans le monde capitaliste. C'est l'unité de mesure, l'argent. Simplement. Fait que c'est le but à tout prix. C'est juste que ça fait partie de notre vie en maudit parce que partout, c'est comme tu vas vers un endroit avec ton auto, là, du gaz qui sort de ton véhicule, ça coûte de l'argent à mettre de l'essence. Tu uses tes pneus, ça coûte de l'argent. C'est par ton travail, c'est pour remplir de l'argent dans ton compte. On est constamment en train de nourrir cette espèce de machine-là. Fait que si t'aimes pas ça, dans un monde capitaliste, tu vas en souffrir. Fait que moi, j'ai préféré être du côté de je suis plus dans une espèce d'idée de est-ce que j'aime ça ou je vais en sortir. Si j'ai pas envie du monde capitaliste, je vais aller avec on va me faire pousser des dreads, puis je vais aller avec les Rastafarias en Jamaïque, puis fumer des gros joints. Là, c'est comme je vais sortir du système. Mais si tu es à moitié dans le système, je pense que c'est là que tu es malheureux. Fait que je préfère, moi, embrasser le système capitaliste et de me dire, crème, OK, il y a peut-être, oui, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, mais il peut y avoir du bien là-dedans, puis je vais profiter du bien, puis je vais en faire profiter aux gens autour de moi, donc je vais créer de l'abondance au maximum possible. Okay. C'est une différente façon de le voir. Oui, c'est bon. Puis souvent, c'est qu'on a l'impression que si tu gagnes ou si tu réussis dans le monde capitaliste, c'est que tu l'enlèves à d'autres. Puis là, moi, je brise souvent ce mythe-là parce que mon entreprise, c'est d'aider les gens. Fait qu'ultimement, si j'aide beaucoup de gens, je fais plus d'argent. Je fais plus d'argent, c'est parce que j'aide plus de gens. Plus de gens. Ben oui. Fait que fait que quelqu'un peut pas me dire comme hey, c'est mauvais. As-tu vu le nombre de vies que j'ai changé? C'est incroyable. Là. Fait que c'est le fun, surtout aussi quand tu fais ton argent d'une manière bienveillante puis tu te sens à l'aise avec ça. Fait que c'est pour ça que moi, je suis pas gêné d'en parler. Parce que je suis très confortable avec le comment je le fais. OK, c'est bon. Puis, écoute, conciliation, travail, famille. Moi, je veux comprendre quelque chose au niveau de l'horaire. Je suis curieux de comment, parce que là, à un moment donné, là, tout ça, là, ça devait monter dans le sens que, là, ton succès monte, plus de clients, là, il faut que je place une équipe, peut-être la blonde là-dedans. Là, comment tu as placé ça mentalement? Tu dis, bon, là, il faut que le vendredi, il faut que je me repose, c'est vie privée. Comment tu as placé ça au niveau de l'horaire? Je suis curieux d'entendre ça. Les concessions travail-famille, je pense que c'est un mythe. Là, parce que l'idée, c'est que quand tu es entrepreneur, ça prend énormément de place dans ta vie. Puis moi, j'avais déjà fait le plan avec ma conjointe, parce qu'elle savait que pour le moment, mettons, c'est comme du moment qu'on s'en est parlé à jusqu'à aujourd'hui, ma priorité, puis ce qui me prenait le plus de place dans ma vie, puis ce qui me passionnait le plus, c'était mes affaires, tu sais. C'était ma business. Ça paraît tellement bien quand quelqu'un dit mais non, mais moi, la priorité, c'est la famille, c'est les enfants. Puis c'est comme, mais oui, tu dis ça pour bien paraître, là, mais c'est peut-être pas ça à 100%. Est-ce que je préfère ma famille que mon entreprise? Oui. Mais l'idée, c'est qu'il faut que je m'accomplisse dans ma mission. Puis il y a peut-être bien des pères ou des mères qui sont à la maison puis qui aimeraient plus s'accomplir de façon professionnelle. Fait qu'il faut pas mettre un frein sur les deux. Fait que moi, sachant que le professionnel prenait une grande place dans ma vie, mais j'ai dû bâtir ça en cohérence avec la vie de famille. Donc, maintenant, comment j'ai fait ça? C'est en faisant ça en équipe. Fait que c'est sûr que si conjointe, vous êtes deux personnes hyper carriéristes, ça peut être difficile au niveau de la famille. Fait que là, il va falloir que tu t'apprennes à déléguer, puis qu'il y ait une nounou dans l'équation, puis qu'il y ait une femme de ménage, puis qu'il y ait
que tu aies de l'aide à travers ça. Là. Parce que si les deux sont comme ils ont des business, les deux ont des carrières, puis ils veulent performer dans leur carrière, mais c'est sûr que vie de famille, il faut que ça rentre dans l'agenda. Puis des fois, il y en a qui trouvent ça mal de dire OK, je vais mettre dans l'agenda une date avec ma femme, une date avec mon conjoint. Quand dans le fond, ben non, c'est on met ça à l'agenda pour justement être capable d'avoir du temps ensemble. Puis l'idée, c'est d'y aller avec l'espèce de thermomètre interne qu'on a sur comment on se sent bien. Fait que moi, j'ai pas imposé mon style de vie à ma conjointe. Je lui ai montré qu'est-ce qu'on pouvait vivre, puis à quoi ça allait ressembler, puis je l'ai preframé en disant, moi, je serais pas le père à 5 heures à la maison, puis qui est passionné de changer des couches, puis qui fait le gazon le dimanche, là. Oublie fucking ça, là. Moi, je suis là à défoncer des murs, puis à accomplir ma mission à travers le monde, puis je veux voyager, puis je veux faire ci, je veux faire ça. Par contre, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu as envie? Puis c'est là que ça devient tiraillant quand les deux personnes, finalement, ils veulent pas le même style de vie. Puis au final, ben, c'est pas qu'il y a une personne qui est mauvaise, c'est que les personnes ne fitent pas ensemble. Puis tu peux être bon pour en parler. Donc, nous autres, ben, ça la donne que ben, ça fit bien ensemble. Parce que ma conjointe, c'est pas la plus carriériste. Elle s'accomplit bien dans son travail, parce qu'elle travaille avec moi, mais elle s'accomplit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus dans son rôle de maman. Fait que ça fait en sorte que chacun a son rôle dans la famille, chacun a son rôle dans l'entreprise, puis on peut grandir comme ça. Mais c'est faut établir puis avoir des bonnes discussions claires sur mais qu'est-ce que tu penses faire et surtout qu'est-ce que tu penses ne pas faire. Parce que les conflits familiaux, c'est jamais vraiment compliqué. C'est le traînage de bordel, de linge pas lavé, puis de vaisselle qui traîne, puis toutes ces petites choses-là que c'est ça qu'au final, ça devient à un moment donné la goutte qui fait déborder le vase, puis là, il y a une chicane, puis là, ben, on a l'impression que c'est tant gros notre problème de couple quand ça part sur des petites choses. Fait que, tu sais, et c'est toujours à améliorer. Moi, dernièrement, ma conjointe m'a dit « Hey Charles, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été souper tout seul au restaurant? » Puis j'ai fait « Oh, ça fait un asti de bout. On n'a pas eu une date ensemble. » On a dit « Hey, là, OK, à cette heure, on va se dater plus souvent. » Puis là, on a commencé à se faire des sorties, puis tout ça. Puis, fait que c'est jamais acquis. C'est jamais acquis, mais je n'étire pas l'élastique, puis je suis assez conscient, je suis en pleine conscience de mon environnement, puis tout ce qui se passe, que c'est comme ma blonde n'est pas acquis, mes employés sont pas acquis, ma business n'est pas acquis, mes clients sont pas acquis. Il faut constamment que je close le monde autour de moi. Il faut constamment que je la fasse retomber en amour. Il faut constamment que les employés aient le goût de travailler pour moi. Il faut constamment que mes clients aient le goût de faire affaire avec moi. Il faut constamment que les gens aient envie que je sois dans leur vie. Donc, des fois, on prend les gens pour acquis autour de nous, puis je pense que c'est ça qui peut être plus difficile. Donc, dans l'organisation, ça se change tout le temps. C'est jamais pareil, soudé dans le béton. Ça peut changer. On peut dire, OK, chaque vendredi, on fait ci, on fait ça. As-tu mis des blocs d'heures? Tu sais, de tel à tel temps, c'est ça. Tel à tel temps, c'est meeting avec mon équipe, machin. Tel à tel temps. Moi, ben, est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Oui. Est-ce que ça peut être bon? Oui. Mais moi, ben, il y a une structure quand même, mais j'aime ça quand même avoir beaucoup de liberté. Puis, tu sais, je me suis arrangé également. Ça, c'est pour les gens, mettons, qui travaillent en couple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé parce que ma conjointe travaille avec donc, elle te suit quand, mettons, tu pars en conférence? Elle va avec toi? Non. Ben, ça dépend où. C'est quand je suis en Europe. Ouais. Tu suis-tu à ce moment-là? Oui. Okay. On joint l'agréable. Ben oui, c'est sûr. On est en Europe parce pour une conférence. Parce qu'elle travaille dans ton équipe. Oui, elle travaille dans l'équipe. Puis sans dire concrètement tout ce qu'elle fait, je m'arrange pour que son rôle au sein de l'équipe soit des tâches qui ne sont pas dans un temps où avoir des tâches à faire, parce qu'il faut que ça soit fait dans la semaine et non, il faut que tu sois entre 8h puis midi. Tu comprends? Fait que ça donne une flexibilité où si mettons j'arrive et je dis « Hey, chérie, à soir, on s'en va à telle place », elle me dira pas « Ouais, mais je peux pas, j'ai de la job ». Elle peut le faire plus tard. Fait que ça, c'est crissement brillant de ma part d'avoir bâti ça pour la famille, ou ce que je préfère avoir des employés qui ont des tâches où c'est entre 9h et 5h que ça soit fait, puis ma conjointe soit des tâches qui n'ont pas un time frame dans lequel ça soit fait. Fait que ça me donne une flexibilité familiale où finalement j'ai un meeting dernière minute, puis c'est moi qui vais aller chercher les enfants en garderie. Finalement, hey chérie, tu peux y aller? Oui, je vais y aller, pas de problème. Fait qu'on s'arrange pour avoir une certaine flexibilité là-dedans, mais c'est jamais parfait, puis c'est constamment à devoir travailler. Puis là, j'ai l'air bien fin à dire ça, mais peut-être que dans un mois, je vais frapper un mur, puis il y a quelque chose que je vais avoir échappé, il va falloir que je me réajuste. Okay. Donc, je suis jamais en train de dire que c'est parfait, mais j'essaie tout le temps d'apprendre la hauteur, puis je m'inspire. Moi, il y a des gens, des fois, ils me disent « C'est qui t'inspire? » Les gens qui m'inspirent le plus, c'est ceux qui m'inspirent le moins. Parce que ceux qui m'inspirent le moins, je regarde, mettons, quelqu'un qui est en entreprise,
puis qui a de la boue dans le toupette, puis que dans le fond, il n'est même pas propriétaire de l'entreprise, il est propriétaire d'une job. Tu comprends? Son entreprise le possède. C'est pas lui qui possède l'entreprise, c'est l'entreprise qui le possède. Il y a de la boue dans le toupette, puis il est éparpillé. Ben, comment je peux faire pour ne pas être comme lui? Puis je vois, mettons, un couple qui se chicane, ça va pas bien. C'est quoi là, les distorsions? C'est quoi qui va pas bien? Là? Mais comment je peux faire pour ne pas faire ça? La réponse est là. C'est comme... Moi, une de mes motivations, ça a été de sortir de la classe moyenne. Je n'ai pas envie de faire partie de la majorité des gens. Fait que j'observe les gens, pas avec déni ou avec mais moi, je suis au-dessus de vous autres, mais avec une espèce de. Je suis pas dans votre party. C'est pas méchant. Tu passes devant un bar puis il y a plein de monde. Tu es en train de dire je suis meilleur parce que je rentre pas là. C'est comme non, la musique ne m'intéresse pas. Mais moi, votre cadence de classe moyenne puis de comment le monde fonctionne ensemble, elle m'intéresse pas. Fait que est-ce que je dis que c'est moins bon? Non, je dis que ça m'inspire pas. Fait que je regarde comment le monde il fonctionne, puis je me dis, OK, si ça, le travail famille, ça marche pas, OK, comment moi je peux faire pour que ça marche? Si ça, dans la relation, il y a une distorsion, comment je peux faire pour moi que ça marche? Fait que, avant d'avoir des enfants, j'ai eu des discussions parce que je savais que, OK, ça, faut que je parle de ça avec ma conjointe parce que si mes conjoints des enfants, il va être trop tard pour avoir des sujets. Puis j'essaie vraiment d'y aller de façon en amont, puis d'être proactif. Puis des fois, bien évidemment, pour avoir des erreurs, puis il y a des ajustements. Donc, c'est jamais parfait, mais c'est à travailler. Puis c'est important parce que ça pourrait vraiment me freiner dans mon ascension si la famille, ça l'irait pas bien. T'sais. Puis ça reste qu'au bout du compte, si tu travailles aussi fort, c'est pour en faire profiter aussi ta famille. Fait que tu veux que tout ça aille bien ensemble. Fait que j'aime pas dire qu'il faut avoir absolument une vie équilibrée, mais je me sens présentement très équilibré dans ma vie, puis c'est le fun. C'est très bien. Puis, mais au début, là, tu sais, au début, quand tu commençais à la dater, cette femme-là, je reviens encore avec la même question parce que je trouve que là je suis plus très spécifique. T'étais-tu comme, écoute, on va te voir 2 soirs semaine, mais je peux pas plus que ça. Ça m'intrigue, ça, ce côté-là, gestion de l'horaire. C'est différent pour tout le monde, mais moi, ce qui est arrivé, c'est sûr que quand je l'ai rencontré, ce qui est drôle, c'est que j'ai perdu ma job en même temps que j'ai acheté ma première maison, puis j'avais plus de char. Le premier date qu'on a eu ensemble, j'étais arrivé avec le char de mon beau-père parce que j'avais plus d'auto parce que c'était mon employeur qui me prêtait une voiture. Donc, clairement, elle n'a pas été attirée vers moi par le succès que j'avais parce que j'en avais pas à ce moment-là. Elle a peut-être été attirée par l'ambition que j'avais puis je dégageais. Puis, ça s'est fait brique par brique où moi, dans les premières dates, je parlais de jet privé, puis de voyage, puis de toutes les grandes choses que je voulais faire. Puis j'avais même dit, tu sais j'avais dit tes premières dates, t'es-tu à l'aise avec le fait d'avoir un chum connu? Comme, t'es pas connu. Pas encore. Mais un jour, je vais être connu. C'est fucké de dire ça à quelqu'un. Là. C'est weird de dire à quelqu'un, un jour, je vais être connu. C'est comme un peu ce que Mohamed Ali avait fait. T'sais. Je suis le plus grand, puis il était pas... Il commençait. Puis il a été. Les gens, ils riaient de lui, mais à la fin, ça riait plus jaune. C'est sûr, hein? Ou rouge. C'est ça. Un noir. Mais j'avais dit ça, puis il était pas certain. J'ai dit, non, mais faut-tu être à l'aise avec ça? Parce qu'un jour, on se promenait à des endroits, puis les gens vont m'arrêter, ils vont voir une photo, ou vont vouloir me jaser, parce qu'avec ce que je vais faire avec Drôlement Inspirant, là, j'expliquais le concept de ce que je pensais ce qu'elle allait être finalement aujourd'hui. Évidemment, il y a des variables qui changent, mais ultimement, ça reste quand même globalement ce que je voulais faire. Et j'ai dû comme pre-framer toute cette espèce de mode de vie-là. Fait que c'est sûr que c'est excitant pour la personne parce qu'elle se dit, crème, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, puis peut-être ça va être le fun, mais ça reste que à date, elle a eu plus d'années à me voir juste travailler puis pas avoir de succès qu'avec du succès, tu sais. Donc, ça se construit en même temps, puis c'est sûr qu'il y a eu dû avoir des moments où j'étais moins présent, mais la chance que j'ai eue, puis c'est vraiment personnel à moi, c'est que mon succès, si on veut, a vraiment explosé par hasard en même temps que je suis devenu papa. Fait que j'ai pas vécu l'espèce de je suis pas pantoute à la maison parce que j'ai une job que j'aime pas puis que je dois. Fait que tu sais, quand je suis devenu papa, ça commençait déjà quand même bien aller mes affaires, mais je travaillais quand même beaucoup. Mais j'ai pas cette espèce de culpabilité-là de crime, je pars pendant une semaine parce que je suis bien occupé, puis là, je suis moins présent pendant un certain temps. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de la présence vraiment comme à 100%. De qualité quand qu'elle est là. De qualité. Fait que tu sais, si je suis là chaque soir à 5 heures, mais je suis sur mon cell pendant que les enfants regardent la télé, puis le soir, ma blonde écoute ses émissions, moi les miennes, puis on se parle pas, c'est pas du temps de qualité. Je suis présent physiquement, mais pas émotionnellement puis mentalement. Donc,
Puis amoureusement, tu sais, je suis pas là par amour avec eux autres. Fait que si je pars pendant 4-5 jours, mais quand je reviens, c'est comme c'est une présence de qualité, ben je pense que c'est beaucoup plus plaisant pour tout le monde. Puis j'ai pas envie de dire je suis le père et tout le temps à la maison puis qu'il y a des enfants. Moi, je pense pas qu'il y a tant d'hommes qui se réjouissent de changer des couches. Je pense pas qu'il y a tant d'hommes qui se réjouissent à ce premier début d'année-là de devenir père. C'est pas tant excitant. Puis il y a plein d'hommes qui se ferment la gueule et qui le disent pas parce que ça paraît mal de dire ça. Mais moi, je me gêne pas de le dire. Puis moi, je préfère arriver à la maison et d'avoir quelque chose à raconter à ma famille. Comme, hey, savez-vous qu'est-ce que papa il est allé faire? Il est allé faire ça, puis il montre des photos, puis puis que la famille soit comme, wow, c'est beau. Ton père, c'est vraiment ton héros, là, parce qu'il y a un rôle de héros et non juste un tas job, parce que, regarde, faut payer les billes, puis l'argent ne pousse pas dans les arbres. Puis dans ce petit discours-là, poche. Fait que non, je suis pas là-dedans, mais ça se bâtit brique par brique. Puis c'est ça. Étant donné que je suis quelqu'un avec beaucoup d'ambition, j'ai dû le dire à l'avance. Puis c'est pour ça que j'ai eu peut-être dans le passé des dates ou des relations qui n'avaient pas fonctionné, mais il y a des filles qui voyaient juste quelqu'un d'ambitieux mais qui n'a pas de succès comme étant un peu un loser. Parce qu'il y en a plein qui parlent puis qui font rien. Fait que peut-être que j'étais pas tant attirant pour certaines parce que j'avais rien de crédible. C'est ça, il se prend pour qui? Des fois, ça peut paraître un peu hautain. Mais là, une fois que ça fonctionne, là, ça te paraît comme évident. Mais au début, c'est jamais ça. Là, maintenant, t'es papa. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu d'être papa? Moi, quand j'étais jeune, dans mes premiers travails, je gardais des enfants. Dans mes premiers travails, j'étais gardien. Tu avais l'appel depuis... Oui, je savais, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est que je suis quand même devenu papa jeune, parce que ma conjointe est plus vieille que moi. Puis, je savais pas, j'avais pas de moment où je OK, là, je suis prêt. Fait que ça a été un espèce de... Ma conjointe était prête là. Puis l'accord qu'on avait, c'est comme, moi, je suis plus qu'heureux de dire que je vais avoir les enfants maintenant. Par contre, il ne faut pas que ça me mette un frein pour ma mission. Fait que moi, l'idée de tu deviens papa, puis ça te freine dans toutes tes ambitions de carrière, moi, ça ne faisait pas partie de l'équation. Fait qu'il fallait trouver une façon que on bâtisse une famille. Tout le monde soit heureux dans la famille, en même temps que papa, lui, s'accomplit au niveau de sa carrière puis au niveau de sa mission, parce que c'est hyper important. Puis s'il fallait que je mette un frein sur ma mission pour bâtir une famille, je pense que je serais malheureux. Donc, il ne fallait pas que je reste, encore une fois, dans l'espèce de moule de tu vois plein de familles puis plein de pères faire malheureusement, je peux pas faire ce que je veux parce que j'ai des enfants. Ouais. Moi, c'était comme. On voit beaucoup ça. Non, je peux pas. Il ne faut pas que mes enfants deviennent une excuse. De toute manière, là, quand tu y penses profondément. Mais comment ça, tes enfants, t'en as un, je pense? La famille a grandi. OK, la famille a grandi. C'est ça que je parle au pluriel. OK. Mais bref, j'avais pas envie d'être dans cette espèce de caricature-là de mes enfants vont être une espèce d'excuse pour ne pas avoir accompli mes rêves parce que quand tu y penses, tes enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Fait qu'imagine l'humain là, que tu as créé puis que toi, dans ton discours, c'est comme à cause de toi, j'ai pas pu réaliser mes rêves. Ouais. T'envoies un assis de message dégoûtant. Ouais. Il y a plein de parents qui sont dans cette posture-là, qui disent moi, dans le fond, je suis pas riche, mais au moins, j'ai ma famille. C'est intéressant. Ça veut dire quoi, ça? Ouais. Ça veut rien dire. C'est intéressant la négociation que tu as faite. Tu as dit, moi, ça marche, on va le faire là, mais tu me freines pas pour mon. C'est intéressant, ça. Non, parce qu'on va se perdre. C'est malheureux parce qu'on s'aime, mais on va se perdre parce qu'on va avoir une espèce de distorsion de toi, tu veux la famille, moi, je veux bâtir un empire. Puis là, si les deux, ça devient un conflit, on va se perdre. Puis c'est pas l'objectif d'un couple, d'une famille. Donc, il faut qu'on bâtisse les deux ensemble. Et sais-tu quoi? C'est possible. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de c'est possible. Puis c'est comme, on voit plein de gens avoir autant de succès financier que de succès familiaux. Mais nous autres, on va en être un. Et sur ces mots, le petit chin de la fin. Merci. Merci à toi. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un ou des endroits que tu veux que les gens te suivent? T'es un peu, là. On va sortir la liste. C'est ça, la liste. Sur les médias sociaux, évidemment, là, que ce soit sur Facebook. J'ai mon groupe L'aide drôlement inspiré, qui c'est gratuit, puis il y a énormément de valeur que les gens peuvent joindre. La condition, c'est faut que tu sois quelqu'un qui veut faire du développement personnel. On a expliqué c'était quoi. Donc, le groupe L'aide drôlement inspiré sur Facebook. Sinon, toutes les autres plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Mon podcast est disponible autant en vidéo sur YouTube qu'en audio sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Sinon, il y a le site web drôlementinspirant.com. Puis n'importe où, si quelqu'un a une question par rapport à quoi que ce soit, peut nous écrire
n'importe où. On répond sur toutes les plateformes. On a une belle équipe qui s'occupe de cette gestion-là. Puis voilà. Écoute, c'était une entrevue inspirante. Oh, le petit jeu de mots. Merci beaucoup. Ça a été wow, Charles. Franchement, là, on est allé profond. Merci beaucoup. Puis, alors, cher public, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission du Delicious Show. À la prochaine. Merci.